Cette table ronde donc, a vocation à approfondir à la fois les thèmes de travail que nous avons abordés et également approfondir un certain nombre de propositions, d'idées et évidemment poursuivre notre j'allais dire engagement européen et montrer que cet engagement européen est au fond au cœur de notre ADN. L'Union européenne, c'est évidemment une création, une réflexion que nous avons au fond de nous depuis très longtemps. Et j'aimerais pour commencer dire à notre secrétaire national aux affaires européennes, également conseiller régional et maire de Montreux-Foyonne, peut-être te demander de nous rappeler un petit peu quels ont été les sujets que nous avons abordés lors de notre Conseil national et puis mettre un peu en perspective avec l'actualité qui est celle de notre pays et de l'Europe, les engagements de l'UDI sur ce sujet majeur. Merci Daniel, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord, en vous saluant, exprimer la grande joie que j'ai de vous retrouver au cours d'une université d'été. Jean-Christophe, notre président le disait tout à l'heure, ça fait quelques années, je crois que c'est il y a 6 ans la dernière fois que nous avons eu ce plaisir, c'était à Poitiers. Et bien c'est évidemment un grand plaisir de se retrouver ici en famille, en amitié, en accueillant les autres branches de notre grande famille centriste et de la droite modérée ici dans les Pyrénées-Orientales. Et je veux évidemment avoir au-delà un message d'amitié à chacune et chacun d'entre vous qui avez fait pour certains d'entre vous beaucoup de kilomètres, des salutations toutes particulières pour ceux qui nous accueillent, les adhérents et militants des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de toute cette belle région de l'Occitanie. Nous avons effectivement, Daniel, consacré un conseil national complet au mois de juin sur les questions européennes, considérant que, premièrement, peut-être que le sujet allait enfin intéresser un peu les commentateurs de la vie publique, et notamment les journalistes, puisqu'il va y avoir, et ce sera les prochaines élections, des élections européennes. Et si, en temps normal, les journalistes ont du mal à s'intéresser à ce sujet, puisque les prochaines élections sont européennes, peut-être que cela va les concerner un peu. Ils s'intéressent souvent aux petites phrases et j'espère qu'ils s'intéresseront pour les mois qui viennent aux grands sujets et notamment ceux qui concernent l'Union européenne. Lors de ce Conseil national, je crois que nous avons eu un message fort qui était un cri d'alerte: l'Europe peut mourir. L'Europe peut mourir parce que l'Europe est de toutes parts critiquée, attaquée, décriée pour ce qu'elle fait, alors qu'au fond, si l'Europe devait être critiquée, c'est surtout pour ce qu'elle ne fait pas. Pour ce qu'elle ne fait pas, non pas parce qu'elle décide de ne pas le faire, mais pour ce qu'elle ne fait pas parce que les États membres de l'Union européenne ont décidé de ne pas faire ensemble ce que l'Europe mériterait de faire ensemble. Et je me rappelle une très belle interview de Jean-Christophe Lagarde sur ce sujet au mois de juin. L'exemple criant, et on fait tout de suite un lien avec l'actualité comme tu le souhaitais, je vais essayer d'être beaucoup plus court et concis que d'habitude. L'exemple criant des propos que je viens de tenir, c'est la question des migrations. Aujourd'hui, on reproche à l'Union européenne de ne pas gérer les migrations. Mais qui a confié la compétence migration à l'Union européenne? Personne. L'Union européenne n'est pas compétente en matière de migration. Les responsables politiques nationaux, par lâcheté, ne gérant pas, ne sachant pas gérer, ne pouvant pas gérer, ne voulant pas gérer la question des migrations dans leur propre pays, en coopération avec nos voisins, avec leurs voisins, accusent l'Union européenne de ne pas traiter un sujet que l'Union européenne n'a jamais été missionnée pour traiter. Certains pays membres de l'Union européenne ont décidé de supprimer des frontières intérieures. Jamais les pays de l'Union européenne ne se sont organisés pour gérer ensemble les frontières extérieures. De la Frontex, c'est tout nouveau, c'est pas tout beau, en tout cas ça n'a pas de moyens, c'est un espèce de leurre à qui on n'a confié aucun réel moyen, ni financier, ni humain, pour gérer ses compétences. Et aujourd'hui, c'est la veulerie des responsables politiques nationaux qui fait que la question migratoire n'est pas traitée. Ce n'est pas la faute de l'Union européenne. Donc voilà le cri d'alerte qui a été lancé au mois de juin par l'UDI. Et voilà un sujet qui est un exemple
de ce que doit être la révolution que nous devons faire dans l'Union européenne. J'aime beaucoup ceci. Alors, pas cela. Si, en haut à droite. Lui j'essaie de cohabiter quotidiennement avec lui. Dessine-moi l'Europe. J'ai dit que l'Europe pouvait mourir. L'Europe peut mourir parce que, en la critiquant, souvent, la solution qui est apportée ou qui est présentée, c'est il faut la détruire. Voilà. L'Europe, ça ne fonctionne pas, ça ne répond pas au sujet, y compris ceux qu'on ne lui a pas demandé de traiter, donc il faut la détruire. Nous, on ne veut pas la détruire, on a mis « dessine-moi l'Europe ». Quand le dessin n'est pas bon, on n'est pas obligé de déchirer la feuille. On peut prendre sa gomme, on peut gommer le petit morceau qui ne va pas du dessin, et on peut continuer le dessin. C'est exactement ce que nous, on veut faire, poursuivre la construction européenne, renforcer la construction européenne, peut-être modifier la philosophie, les objectifs que l'on a dans cette construction européenne, peut-être gérer à la fois la construction d'une Europe puissance, avec un socle de pays, qui, en déterminant un certain nombre d'objectifs communs, en se forgeant, en se forçant sur un socle de valeurs communes, vont pouvoir aller beaucoup plus loin sur un certain nombre de sujets, celui des migrations peut-être, l'Europe puissance, et puis une Europe géographique, comme le disait Jean-Christophe, une Europe marché qui sera un espace plus économique, à la taille de celle qui est actuelle, et peut-être d'ailleurs en pouvant s'élargir, puisqu'on ne traitera que des questions de marché commun. C'est en tout cas l'idée de l'UDI d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort avec ce qu'il souhaite sur un certain nombre de sujets choisis. C'est la Fédération des États-Unis d'Europe. L'UDI veut construire les États-Unis d'Europe pour répondre enfin aux enjeux de la France et de nos amis européens, avec ceux qui veulent avancer. Et puis, il peut y avoir ce grand marché commun européen pour ceux qui ne veulent traiter que d'économie. Merci, James. Ça me permet de faire le lien, évidemment, avec un sujet qui est cher à Patricia Lalonde. Patricia, notre députée européenne. Tu as un regard très pointu sur les questions géopolitiques, sur la question de la place de l'Union européenne dans le monde et également sur, au fond, les équilibres à l'œuvre dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on a parlé des sujets qui mériteraient d'être davantage incarnés au niveau européen. C'est évidemment le cas des relations internationales, sans aucun doute. Trouver le point d'équilibre, trouver le point d'équilibre dans le monde également. Quel est aujourd'hui, au regard, on le voit bien, des crispations qui sont à l'œuvre au sein de l'Union européenne, de ce front des conservateurs qui se structurent, évidemment, avec les Italiens notamment et la Hongrie. Comment peut-on se projeter? Quel équilibre trouver? Et comment redonner au fond à l'Union européenne la place qu'elle mérite dans le monde? Merci Daniel. Bonjour à tous. Oui, alors c'est très vrai que moi je suis député européen depuis maintenant, ça fait juste une année, hein, mais je crois que l'expérience que j'ai cette année est incroyable parce que je suis arrivée l'année dernière, j'allais dire tout allait bien. Et tout allait à peu près bien, donc j'essayais de me faufiler essayer de faire avancer mes dossiers. Et puis 6 mois plus tard, ça y est, c'était le grand blackboulement. Il a fallu gérer le Brexit, il a fallu gérer les problèmes avec l'Autriche, il a fallu gérer les problèmes avec la Pologne, il a fallu gérer les problèmes avec Viktor Orban, avec la Hongrie. Et l'Europe a commencé à se disloquer. Et pour arriver à une situation assez grave, je dois dire que là, en ce moment, j'ai l'impression que les députés européens rasent un peu les murs en ce moment. On ne sait pas trop ce qui va se passer, et je crois que l'heure est assez grave pour l'Europe. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Moi, je suis une fervente. Je défends l'Europe, une Europe fédérale, les États-Unis d'Europe, mais ça va être très difficile parce que on est confronté à un double problème. Un problème intérieur. Aucun pays n'est d'accord entre soi sur tous les grands sujets, que ce soit les problèmes migratoires et les problèmes internationaux, comme l'a dit Daniel. On est d'accord sur rien. Alors moi, je m'occupe d'international, donc je me suis occupé des problèmes du Moyen-Orient, entre autres la Syrie, l'Irak, la Libye. Personne n'est d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les pays de l'Est, ce qu'on appelle les pays du groupe de Visegrad,
qui sont, eux, leur ennemi, ce sont les Russes. Les pays du Sud, Espagne, Portugal, même la France, on a le problème de la Libye, des problèmes avec l'Afrique subsaharienne. Et je veux dire, tout ça, on a beaucoup de mal à trouver un common ground, comme on dit, un espace commun pour arriver à parler et avancer sur ces sujets. Voilà, moi, je ne vais pas vous faire des grands blablas sur la politique internationale. Je voudrais juste vous donner, parce que je pense que c'est intéressant, un exemple que j'ai vécu sur le Yémen, puisque le Yémen est un sujet actuel. C'est une vraie catastrophe, cette guerre au Yémen, dont on ne parle jamais dans les médias, mais enfin, je crois que c'est la pire des catastrophes. On est en train, en gros, de faire revenir ce pays à l'âge préhistorique. Et j'ai essayé d'organiser, ça fait 8 mois, parce que j'ai une assistante formidable qui travaille aux Nations Unies, et qui parle arabe, persan, et qui connaît parfaitement tous les rouages. Elle a travaillé sur le dossier du Yémen. On a entrepris de faire venir tous les acteurs locaux de la guerre du Yémen au Parlement européen, parce qu'on s'est dit que ce serait une bonne initiative pour le Parlement d'essayer de faire une médiation. Ça, c'était au mois de mai dernier. Ça a été, on a travaillé dessus pendant 6 mois. À peu près tout le monde nous avait dit oui pour venir au Parlement européen. Moi-même, de mon côté, je voulais faire participer tous les groupes politiques parce que c'était quelque chose de très important. Donc le PPE m'avait dit oui, enfin plusieurs députés du PPE m'avaient dit oui, du SED, des Verts, enfin bon. Et au fil du temps, les députés commençaient tous à partir. Et je me suis rendu compte du lobby incroyable de l'Arabie Saoudite et je pense des Émirats Arabes Unis aussi. Tout le monde a commencé à partir en disant « Oh là là, ça, c'est pas l'Europe qui doit s'occuper de ça, c'est quelque chose de tout à fait à part. » Et donc, ça a été très difficile. Je me suis vraiment beaucoup battue. On devait partir en mission à Sanaa jusqu'au dernier moment. Je ne savais pas si on partait ou pas. Nous, on avait des contacts autant avec du côté Houthi et autant du côté des Saoudiens et des Émirats Arabes Unis, pour vous dire qu'on n'était pas d'un seul côté. Mais là, je pense que l'Europe, là, elle a raté l'occasion de négocier quelque chose sur le Yémen. Bon, alors on a tout laissé, on avait évidemment contacté Martin Griffiths, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies, qui lui nous a vus plutôt comme des concurrents. Alors voilà, c'est pour ça que c'est juste insensé, parce que finalement l'été s'est passé, et je ne sais pas si vous avez dû lire les journaux, mais ça a été un véritable drame. En gros, les Saoudiens ont bombardé un quart d'enfants, il y a eu 40 enfants qui sont morts juste par une erreur. Les Saoudiens ont envoyé une bombe américaine sur 40 enfants quand même dans un quart, donc c'est pas très agréable. Par la suite, il y a eu encore des massacres sur le port de Hodeidah, et en ce moment, il y a les négociations aujourd'hui à Genève, mais des négociations qui vont être vouées à l'échec, parce que jusqu'à il y a encore 1 heure, les Houthis refusaient de venir parce que Martin Griffiths leur avait promis un avion pour faire venir leurs blessés à Oman. Et finalement, ils ont refusé. Donc, les Houthis sont toujours là-bas. Donc, on se retrouve à Genève, en ce moment, aux Nations Unies, avec juste le côté yéménite, le gouvernement légal, et pas les Houthis. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je pense vraiment que l'Europe a raté là une occasion d'avancer sur un domaine international, parce que à la limite, même si ça n'avait pas été un succès notre réunion, on aurait avancé, on aurait rencontré des gens, l'Europe se serait fait entendre. Là, on s'est abrité complètement derrière les Nations Unies en voulant rien faire. Bon, peut-être qu'on va pouvoir récupérer les choses d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas évident. Voilà, c'était pour vous donner un exemple concret. Deuxième exemple concret dont je peux vous parler, parce que je suis rapporteur sur le sujet, c'est sur le Sahara occidental, les relations commerciales entre le Maroc et l'Union européenne, et le fait que la Cour européenne de justice a annulé les accords, le fait de prendre le Sahara occidental dans les accords commerciaux avec le Maroc. C'est un sujet très très sensible aussi, puisque c'est toute l'histoire du droit international de toute cette région des provinces du Sud. Là, je reviens d'une mission de 4 jours au Sahara occidental, où je menais une mission pour le Parlement européen. Et ça, par contre, c'était vraiment, vraiment intéressant, parce qu'on a pu constater sur place le développement incroyable que fait le Maroc dans les provinces du Sud. Et on a visité un désert avec des vaches, et un élevage de vaches dans le désert, des hectares entiers de culture de
tomates cerises, enfin on a vu des choses inouïes, et donc il fallait aller sur place pour se rendre compte, parce que tout ce qu'on entend au Parlement européen, enfin à l'Europe, ce sont les lobbies du Polisario qui sont très forts, les Verts sont très puissants là-bas, et je suis d'ailleurs partie j'avais une collègue verte qui était avec moi et qui elle-même a été, je crois, retournée, j'en sais rien, mais en tout cas tout à fait sidérée de voir à quel point le Maroc avait travaillé sur, notamment dans le domaine environnemental, en faisant des choses inouïes, et qui allait, enfin je veux dire, je pense que tout ce qui se passe dans le Sahara occidental au niveau développement fait le Maroc est un exemple de ce que pourrait devenir justement le développement de l'Afrique, parce que c'est juste au nord du sud sahélien et du Mali, et je pense que c'est un vrai exemple. Donc il y a des très très bonnes choses avec l'Europe, mais je pense que cette histoire de mettre ensemble d'arriver à trouver un common ground, un lieu commun pour tous les États membres sur les sujets internationaux, c'est quelque chose de capital, notamment en ce moment où les États-Unis, je veux dire, on est quand même en train de changer de monde, et il faudrait que l'Europe comprenne qu'il faut qu'elle change de monde aussi, et qu'elle ne reste pas accrochée à la roue des États-Unis. Et alors, le seul bon exemple, et puis je ne veux pas être trop longue, l'exemple que je vais donner qui pourrait réussir, c'est celui ce qu'on appelle le JCPOA, c'est-à-dire les accords sur le nucléaire iranien. Là, l'Europe, on a à peu près tous, je dirais, c'est le seul sujet sur lequel on est à peu près tous d'accord. Bon, il y a des petites divergences, et là, c'est un bon exemple. Voilà, je vous remercie. Merci Patricia pour ce regard à la fois précis et qui illustre au final parfois l'impuissance, l'incapacité de l'Europe à occuper la place qu'elle devrait occuper dans le monde. Et au fond, le regard de Sophie Oconi, que vous connaissez tous, députée d'Indre-et-Loire et puis ancienne députée européenne. Maintenant que tu as ce double regard à la fois parlementaire européenne très engagée sur un nombre très important de sujets, mais également députée nationale, d'où au fond, vient cette impuissance? Est-ce que c'est un problème institutionnel? Est-ce que c'est un problème de fonctionnement? Est-ce qu'au fond, c'est aussi peut-être un problème de projet commun? Comment tu analyses cette aujourd'hui impuissance et comment tu envisages peut-être des solutions permettant de corriger cela? Merci Daniel. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans une université d'été. Merci Jean-Christophe, Monsieur le Président, d'avoir donné l'impulsion pour qu'elle soit organisée. C'est un moment de cohésion pour un parti politique, un moyen de se retrouver et ça fait beaucoup de bien pour tout ça. Merci Jean-Christophe, merci Hervé Marseille et puis merci à l'équipe qui s'est occupée de cette organisation. Comme l'a dit Jean-Christophe, c'est Quentin, c'est Aurélie, c'est Jean-François, c'est j'en oublie Marianne et tout ça orchestré par Éric Schall, donc et j'en oublie, excusez-moi. Voilà. Alors l'Europe, l'Europe, à notre sens, à tous, n'est pas une option. C'est une nécessité vitale. Nous sommes, 21e siècle, le siècle des États-continents. Et la France toute seule, comme le disait très bien notre députée européenne, la France toute seule, l'Allemagne toute seule, l'Angleterre toute seule, l'Italie toute seule, l'Espagne toute seule sont des confettis. Et on ne peut pas, dans ce siècle des États-continents, on ne peut pas garder une échelle qui ne soit pas la bonne échelle. Donc nous devons effectivement, et je souscris totalement à ce qu'a dit James Chéron, nous devons travailler, porter, incarner les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire cette Europe qui, ensemble, autour de projets communs, sur des démarches communes majeures, je vais y revenir, fasse qu'on ait plus d'Europe, mieux d'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, elle est au milieu du gué. Elle est au milieu du gué et elle y est depuis tellement longtemps qu'elle est en train de se noyer, comme l'a dit James. Donc il faut que nous lui donnions l'impulsion ensemble pour que nous passions, ce sera le plus dur à faire, hein, mais que nous allions de l'autre côté de la rive, que nous passions ce gué dans lequel nous sommes embourbés. Comment? Alors, la première chose pour moi, c'est que l'Europe ne soit plus 27 égoïsmes nationaux. Et pour ça, il faut qu'on ait un exécutif qui soit à la hauteur. Le Conseil européen doit être moteur
Et c'est sûr que ça va être compliqué. Mais il faut qu'on ait quelques éléments dans ce Conseil, unis, forts, qui soient ce qu'on a été avec notamment l'Allemagne, nous les Français, le moteur. Le moteur d'entraînement, même si c'est de plus en plus difficile, je le conçois bien. Ensuite, il faut que nous ayons un exécutif visible. Aujourd'hui, qui est le président du Conseil? Qui est le président de l'Europe? On ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas élu démocratiquement, et donc il est nommé par des États membres qui, pour ne pas avoir trop d'ombre, prennent en général plutôt des hommes ou des femmes, plus souvent des hommes, jamais de femmes, des hommes qui ont très peu de charisme et très peu d'envie d'y aller, quoi. Hein. Et c'est très très dommageable. Nous avons ensuite un Premier ministre européen, le président de la Commission européenne, qui, à mon sens, ne porte pas non plus l'Europe, ne l'incarne pas. Et quand on nomme à la présidence de la Commission européenne un ancien Premier ministre d'un paradis fiscal, même si, je l'entends, il a une véritable énergie européenne, un bon sens des valeurs européennes, pour autant, d'un point de vue du signal, d'un point de vue du symbole, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si on prenait comme commissaire européen français un commissaire européen à l'économie un Français. Vous voyez ce que je veux dire? Ou comme si on prenait comme commissaire européen à la citoyenneté un Hongrois du PPE, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc il faut aussi qu'on soit un peu responsable, que les États membres soient un peu responsables, que les groupes politiques soient suffisamment influençants pour éviter de commettre des erreurs comme ça qui sont des mauvais signaux. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, il faut que nous soyons euro-réalistes et que nous mesurions ensemble de quel grand projet l'Europe doit s'occuper, tu l'as dit Daniel. Il faut qu'elle arrête de s'occuper, et ça c'est le dada de notre président, enfin ça n'est pas le seul, hein. C'est évidemment cette Europe qui s'occupe de la taille des oignons de tulipe, de la taille des rétroviseurs sur les tracteurs enfin sur le tracteur, la taille de l'heure d'été, de la taille de je ne sais plus quoi, enfin bref, de la qualité de l'air expulsé par les aspirateurs. Au secours. Elle a autre chose à faire, objectivement. Il y a ce que j'appelle, c'est pas le bon terme, mais c'est les sujets régaliens. Il faut qu'elle travaille sur des programmes, sur des mesures, sur des politiques régaliennes. C'est-à-dire, toutes celles dont elle ne s'occupe pas. Parce qu'on ne lui a pas donné les compétences, j'aime l'a dit. Mais c'est l'Europe de la défense. C'est l'Europe de l'immigration, une agence européenne de migration. C'est effectivement un ministère économique qui soit fédéral. C'est évidemment retravailler, relancer une PAC beaucoup plus protectrice pour nos produits et beaucoup plus protectrice pour les acteurs du monde agricole de l'Europe entière. Un exemple, juste pour illustrer. Moi, quand je mesure que j'impose à nos agriculteurs européens des normes contraignantes dans la production, pas de vos hormones, pas d'eau de javel pour laver les poulets, pas d'OGM, plus de glyphosate dans quelques années, plus de néo du tout, bref. On impose à nos agriculteurs des normes et des contraintes environnementales qu'on n'impose pas dans les produits qu'on importe en Europe. Et c'est n'importe quoi. Donc il est un moment où il faut que nous arrivions à défendre aussi cette PAC et ces marchés avec le reste du monde. Il nous faut évidemment une Europe plus verte. Le dérèglement climatique est un problème que l'on doit regarder d'un point de vue européen. Il faut qu'on œuvre ensemble sur cette thématique-là. Ça a été le cas pour l'eau, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour le reste des problématiques que nous rencontrons à travers le réchauffement climatique, par exemple, et la pollution. Et puis, il faut que nous ayons un véritable parquet européen
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge. Nous sommes dans un monde où tout le monde bouge. Donc il faut qu'on ait un parquet européen, il faut qu'on ait une police fédérale européenne, c'est une évidence. Comment dirais-je, les voyous, les auteurs d'actes répréhensibles, voyagent aussi comme nous tous. Et donc, il faut qu'on ait une police européenne et puis un parquet européen qui soit à la hauteur des enjeux du monde d'aujourd'hui, de l'Europe d'aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on aura commencé à regarder ces problématiques-là, nous arriverons peut-être à redessiner l'Europe, à dessiner l'Europe, à redessiner l'Europe, à réenflammer l'Europe. Et une dernière chose, et là j'ai l'appel de mes voeux, j'ai déjà fait cet appel-là, mais je suis pugnace, donc je me dis qu'à un moment on y arrivera. Et là je pense que le secrétaire national de l'UDI pourrait nous y aider, avec peut-être les jeunes. Une aberration. Euronews. Euronews, c'est une télé européenne. Le siège social d'Euronews est à Lyon. La France est le seul État membre de l'Union européenne qui n'a pas dans son bouquet initial de télévision Euronews. Je rêve. Je rêve. Alors il y a visiblement quelques problématiques d'ordre financier, LCI, truc, machin, certainement, mais ça existe aussi forcément dans les autres pays. Alors il y en a en Norvège, il y en a en Suisse, il y a Euronews dans le bouquet initial en Norvège, en Suisse, dans les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et puis la France ne l'a pas dans son bouquet initial. Ça n'est pas satisfaisant. Et ça pourrait être un enjeu concret pour l'UDI que d'arriver à ce challenge. Parce que si j'ai bien compris, je pense que c'est un challenge. Je vous remercie. Merci Sophie, toujours aussi passionnée. Alors moi j'ai la lourde charge à la fois d'animer la table ronde, mais j'étais aussi censé intervenir. Alors je vais me permettre d'intervenir et puis après je repasserai la parole. Rassurez-vous, je ne serai pas très long. Mais je vais, contrairement à Sophie qui était extraordinairement concrète, l'être un tout petit peu moins au début, mais pour avoir une conclusion très concrète. Être moins concret sur une chose, depuis quelques années, une quinzaine d'années, en réalité, là je vais te faire mon professeur, c'est toujours mauvais, mais la recherche scientifique sur les questions européennes s'interroge sur, au fond, qu'est-ce qui fait que l'Europe est légitime? Qu'est-ce qui la rend légitime? Et depuis longtemps, en réalité, la plupart des chercheurs se sont accordés sur le fait que l'Union européenne s'était évidemment fondée sur un besoin initial assez concret. Bon, c'était une fédération sur les sujets d'énergie, sur évidemment l'après-guerre qu'il fallait stabiliser, etc. Mais aussi sur un élément très concret, c'était qu'il avait au fond fait un choix, c'était de défendre le consommateur européen. Le consommateur européen, c'est au fond ce que défend le marché unique. Et c'est au fond ce que défend la doctrine plutôt libérale. Et quand aujourd'hui on parle de la politique notamment de libre concurrence, on nous explique que globalement, ça n'est pas un choix politique ou idéologique, c'est un choix naturel, c'est une évidence. On n'a pas le droit d'interroger ce dogme qui est une sorte de fondement de l'Union européenne. Et au fond, moi je pense qu'il faut qu'on l'interroge. L'interroger, ça ne signifie pas le remettre en cause. Ça signifie juste se poser les bonnes questions. Je vais vous donner un exemple tout simple. Oui, vous avez fait des économies, sans aucun doute, en réduisant votre facture de téléphone mobile, par exemple. Et ça, on le doit à l'Union européenne. La libre concurrence, ça a au moins permis ça. Sauf que, si vous réfléchissez un tout petit peu, on a aussi détruit beaucoup d'emplois avec ce dogme. La libre concurrence, la concurrence pure et parfaite, qui a ses avantages, a aussi eu des conséquences néfastes. Et accepter de se poser la question, c'est aussi accepter de se reposer des questions sur les politiques que nous menons. Je vais vous prendre juste un exemple. Au fond, nous avons détruit toute politique industrielle au profit d'une politique de la libre concurrence. Alors c'est un choix politique. Mais moi, ce que je voulais montrer au travers de cet exemple, c'est pas la remise en question de l'Europe, c'est juste de se reposer des questions sur l'Europe et de se dire que tous ces choix, qui sont des choix politiques, ne sont pas des évidences. Ce ne sont pas des règles qui ne méritent pas d'être questionnées à l'aune de l'actualité, à l'aune des besoins qui sont les nôtres, à l'aune notamment aujourd'hui de la nécessité de reconstruire des filières industrielles. Je prends l'exemple de l'énergie. Il faut aujourd'hui recréer des grands projets industriels européens. Donc,
Quand je dis ça, je ne veux pas remettre en question notre fondement idéologique, qui est évidemment d'être des libéraux sociaux, des progressistes. Mais néanmoins, acceptons que sur des sujets aussi majeurs que cela, nous refassions de la politique avec l'Union européenne. Que nous acceptions de reposer des questions politiques pour répondre de manière politique à des sujets qui, en réalité, nous interrogent tous, interrogent notre quotidien, interrogent notre développement économique, interrogent notre croissance. Donc, c'était juste un détour, un petit peu long peut-être, mais pour vous dire simplement que depuis très longtemps, nous sommes devenus les défenseurs maladroits d'une Europe technocratique qui ne marche pas, qui n'est plus comprise et qui, par ailleurs, est devenue inefficace sur un certain nombre de points majeurs. Donc, au travers de ça, vous dire que l'Union européenne, pour nous, c'est évidemment une sorte de marotte, mais au sens positif. C'est notre ADN et c'est notre raison d'être pour un certain nombre d'entre nous. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes venus à l'UDI ou dans cette grande famille centriste par le biais de l'Union européenne. Et acceptons de nous reposer des questions, acceptons de remettre en question un certain nombre de nos certitudes. Si nous voulons demain incarner quelque chose sur le débat européen, nous devons le faire avec cœur, ça veut dire parfois aussi avec un peu d'émotion. Nous devons le faire avec conviction, c'est-à-dire arrêtons d'être technocratiques, plus technocrates d'ailleurs que les technocrates européens, parce que ce que nous sommes parfois devenus, et arrêtons de justifier ce qui ne marche pas, repartons sur des bases saines et défendons un projet européen qui, au fond, remet au cœur de son fonctionnement le citoyen européen, pas le consommateur, mais le travailleur, celui qui a besoin de vivre, celui qui a besoin de se déplacer. Et au fond, reposons les bases d'un projet politique pour l'Union européenne. Je crois que c'est notre responsabilité et c'est ce que nous devrions faire collectivement pour l'année qui vient, parce que je crois que cette année, nous allons avoir un rôle essentiel, c'est de réenchanter le projet européen avec les vraies questions, les bonnes réponses, pour tout simplement montrer que le projet européen sert tout le monde et pas seulement une caste, parce que c'est aujourd'hui malheureusement ce qu'elle donne le sentiment d'être. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire. Et en profiter du coup pour faire appel là pour le coup à l'expertise de James qui également est président de la commission de la région Île-de-France sur les affaires européennes et lui dire au fond, lui demander au fond qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Union européenne dans les territoires est concrète et qu'est-ce qui fait qu'au fond elle mériterait d'être davantage identifiée, connue et peut-être faut-il repenser le mode d'intervention de l'Union européenne dans les territoires. On sait que notamment sur le budget européen, il y a une réflexion qui est en cours. Quel est ton regard sur ce sujet et comment, au fond, on peut, là aussi, apporter des solutions? C'est une bonne question. Je ne veux pas forcément y répondre. Plus sérieusement, peut-être que c'est juste anecdotique, au fond. Je préside la commission des affaires européennes au Conseil régional d'Île-de-France sur notre programme pluriannuel de fonds structurels européens. On a dit qu'on ne faisait pas de techno, et vous voyez qu'on est déjà dans des mots extrêmement compliqués que la plupart des Français auront du mal à aborder. C'est 500 millions d'euros sur 6 ans. C'est relativement anecdotique, au fond. Alors oui, il faudrait certainement communiquer plus que ce que les collectivités, les élus souvent font. On a tous vu les élus bien encharpés, tant dans le ventre, expliquer grâce à eux, il y avait tel bâtiment qui était sorti de terre. C'est grâce à eux sur peut-être l'arbitrage, enfin ça n'est jamais que l'impôt des Français, ayant transité par l'Union européenne de temps en temps, l'État, la région, le département, la communauté de communes, tel syndicat, etc. Donc oui, il faudrait certainement communiquer un peu plus pour expliquer que l'Europe est présente partout dans les territoires, parce que c'est une réalité. Souvent les élus, nous-mêmes, ne le faisons pas. Mais peut-être au fond que tout ça est anecdotique, et si on est sur une réflexion de fond, quelle vision a la France de son avenir européen, et avec quel partenaire peut-elle partager cette vision? Y a-t-il un partenaire, 3 partenaires, 7 partenaires avec lesquels nous pouvons nous mettre d'accord sur une vision et des moyens juridiques et financiers pour avancer ensemble? Dans les fondamentaux, tu le rappelais Daniel tout à l'heure, de pourquoi on a créé l'Europe, il y avait la paix. On a commencé par créer l'Europe parce qu'il y avait un besoin de paix. Et me semble-t-il, cet objectif est atteint, puisque depuis
1945, peut-être un peu grâce à la construction européenne, alors qu'avant chaque génération avait sa bonne guerre, eh bien nous n'avons plus de guerre. Peut-être que la construction européenne a participé à pacifier notre continent. Il y a en cours une première séquence de détricotage de l'Europe. Un pays, un grand pays, a décidé de sortir de l'Europe. Le Royaume-Uni est en train de préparer sa sortie de l'Union européenne. Première conséquence, pas celle que les journalistes, pas celle que les responsables politiques ou économiques nous mentionnent. Première conséquence, un risque de guerre. Un risque de guerre sur le territoire européen, en Irlande. La paix en Irlande ne survivra pas au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y a entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande plus de points de passage que sur toute la frontière orientale de l'Union européenne. C'est impossible de reconstruire cette frontière. Comment fait-on? Personne ne sait, personne ne va aborder le sujet. J'étais à Dublin au mois de juillet, j'ai rencontré vos collègues parlementaires qui travaillent sur les questions de Brexit, de tous bords, les conservateurs, les libéraux, les écolos, de tous bords. Ils n'ont qu'une seule inquiétude, elle n'est pas tant économique que celle de la paix. La construction européenne a assuré la paix en Europe, la déconstruction européenne peut nous ramener à des nouvelles guerres en Europe. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, mais comme on n'en parle jamais à la télévision, peut-être faut-il se poser de temps en temps les vraies questions. Il n'y a pas de petites phrases, ce que je disais tout à l'heure, mais il y a quelques grands sujets. Quelle vision? Quel partenaire? Et puis comment fait-on pour respecter aussi ses partenaires? Moi je vois une France qui est en train de s'isoler en Europe. Pas forcément parce que la vision portée par la France est la moins bonne. Peut-être que d'ailleurs on partage un peu de ce que le gouvernement, le chef de l'État essaye de porter comme vision à l'échelon européen, mais parce qu'on ne peut pas couper la France de tous les partenaires européens. Peut-être que de temps en temps, on oublie quelle est l'histoire, quelle est la personnalité, quelles sont les relations que nous avons avec les autres pays membres de l'Union européenne. Je prends un exemple, on parle en France de couple franco-allemand. Je ne suis pas le meilleur expert en la matière, pas franco-allemand, mais de couple. Mais me semble-t-il, pour former un couple, il faut être deux. Et donc en France, on parle de couple franco-allemand. Est-ce que en Allemagne, on parle de couple franco-allemand? Ou de couple germano-français? Pas du tout. Jamais. Au mieux, on parle de partenariat. Et puis souvent, quand on est en Allemagne, on a le regard beaucoup plus tourné vers l'art d'influence de l'Allemagne. C'est plutôt à l'est ou au sud-est de l'Allemagne, beaucoup moins à l'ouest. Comment peut-on ne pas biaiser la réflexion de la France? Comment peut-on essayer de comprendre que lorsqu'on est en Hongrie, on se rappelle par exemple que en 1664 à Szentgotthard, on a stoppé, c'est-à-dire au fin fond de la Hongrie, c'est-à-dire toute la Hongrie comprise, la progression des Ottomans. Et il y avait 6000 Français d'ailleurs. Il y avait déjà une espèce de ligue avec des Germaniques, des Français, etc., qui ont empêché l'invasion de Vienne. Voilà. Mais est-ce que peut-être de temps en temps on peut se rappeler ce qu'est l'histoire de la construction de chacun des États, de chacune des nations, pour comprendre aussi comment les gens réagissent, pourquoi les gens réagissent comme cela, et essayer de trouver des lignes de force communes pour pouvoir construire ensemble un projet commun. Je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques instants, c'est Sophie, je crois. Le monde est un monde ouvert avec des superpuissances. On a des pays continents, des immenses puissances économiques, territoriales, démographiques. Oui, la France est un confetti, oui, chacun des membres de l'Union européenne sont des confettis. Si on veut peser tous ensemble face à ces superpuissances, est-ce qu'il ne faut pas commencer par s'organiser ensemble? À quel moment a-t-on commencé à essayer de réduire les concurrences à l'intérieur de l'Union européenne? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on parle encore du plombier polonais? Alors que ça fait des années qu'on a vu qu'en ouvrant, ça crée des problèmes. Et qu'il fallait régler ces problèmes. Où est le début de commencement de l'harmonisation fiscale? Où est le début de commencement de l'harmonisation sociale? Qui y travaille? Je me retourne vers
membre du Parlement européen, une ancienne membre du Parlement européen. Qui y travaille? C'est des sujets que nous avons portés ensemble, avec toi, Marc, lors de la dernière campagne des élections européennes. Qui y travaille? Donc, une vision, quels partenaires partagent notre vision, et comment on peut, peut-être à moins de pays qu'aujourd'hui, construire ensemble quelque chose de beaucoup plus fort, qui s'appellerait les États-Unis d'Europe, et qui permettrait de nous organiser en réduisant les concurrences internes, dans un monde effectivement très ouvert, très puissant, ce qui nous permettrait, Patricia, de peut-être dégager des positions communes. Comment peut-on parler d'une même voix à l'extérieur quand c'est la cacophonie à l'intérieur? Réglons nos problèmes internes, et ensuite peut-être qu'on pourra essayer d'aider les autres à régler leurs problèmes à l'extérieur. Juste... Excusez-moi, je veux juste faire une petite pause et saluer l'arrivée de Vincent Capo-Canella, l'arrivée de Françoise Gatel, qui est donc sénateur de Seine-Saint-Denis, Françoise Gatel, qui est sénatrice de Bretagne, je sais pas, Ille-et-Vilaine, pardon. Et puis j'ai aperçu Françoise Oqueto, voilà. Donc merci à vous trois d'être venus nous rejoindre. Mais ça se remplit, et on est ravis de vous accueillir d'autant plus nombreux. Mais ça me permet, pour revenir sur notre sujet, merci Sophie, de remarquer les arrivées, c'est important. Encore une fois, la famille s'agrandit chaque minute, donc c'est parfait. Pour reprendre un sujet qui est un peu d'ordre international, mais qui doit nous interroger sur nos alliés notamment, on a aujourd'hui, malheureusement, un débat européen qui semble se caricaturer lui-même, notamment entre ceux qui se veulent progressistes face au front des conservateurs. Alors oui, c'est vrai, ça existe. C'est une réalité, et malheureusement, l'alliance entre les Italiens et les Hongrois le traduit. Mais au fond, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Et évidemment, il y a d'autres alliés à trouver. Quel est justement le regard que toi tu portes? Parce qu'au fond, c'est aussi de la géopolitique intérieure, et cette géopolitique intérieure, elle a énormément d'importance pour le projet européen. Je pense il ne faut pas tomber dans un piège. J'ai un peu peur que M. Macron soit en train de tomber dans ce piège. Le piège est de dire on va nous, les pays réformateurs, les pays qui défendons les valeurs européennes, on va prendre un ennemi qui est Viktor Orban et faire toute la campagne des Européennes en disant moi je suis contre ce que représente Viktor Orban. Je trouve que c'est un vrai piège parce que la Hongrie est un pays européen, c'est un petit pays. D'abord, je trouve que le fait de se mettre à la hauteur de Viktor Orban, de mettre à la hauteur de la Hongrie, c'est un peu ridicule. Et deuxièmement, je pense que ça risque d'alimenter les populismes de faire ça, parce que qu'on le veuille ou non, whether you like it or not, comme disent les Anglais, la montée du populisme, elle est bien là. Moi, je le vois au Parlement européen, c'est insensé de voir la progression des voix qui se tournent vers, en Italie, la Ligue du Nord, les 5 étoiles qui deviennent au Parlement européen très, très, très à la mode. Enfin, et je pense pas que d'ici aux élections européennes, ça va s'arrêter, ça va ne faire que monter, parce que, qu'on le veuille ou non, la crise migratoire, elle est là. Et ça ne va pas s'arrêter, puisque on est, comme l'a dit James, on est devant des guerres possibles. En tout cas, tout ce qui est autour de nous, c'est pas en train de se résoudre. La Libye, c'est la guerre totale. Donc les migrants vont continuer à fuir. La Syrie, on est au bord de la prise de d'Idlib, où ça va être une catastrophe humanitaire terrible. Et donc ça va continuer. Donc je pense qu'il faut pas du tout c'est une erreur de prendre de critiquer d'emblée, de prendre position contre ce qu'on appelle les populistes, parce que c'est un problème qu'on devrait prendre à bras-le-corps, tous les pays et tous les États membres de l'Europe. Merci Patricia. Il y a saluer, puisqu'on était lancé, Olivier Richefou, qui est président du conseil départemental de la Mayenne, en charge de notre projet qui est arrivé. Donc oui, effectivement, au fond, il y avait une aparté assez intéressante, puisqu'on parlait des populistes face aux conservateurs, des populistes, pardon, face aux progressistes. Au fond, c'est quelles valeurs, qu'est-ce qu'on défend? Quelles sont les valeurs communes qui sont les nôtres et qu'est-ce qu'il faut qu'on avance ensemble? Peut-être pour toi, l'une des dernières questions, mais c'est peut-être la plus complexe, mais au fond, celle qui est la plus structurante. Je te remercie de l'avoir posée. Alors, je fais moins bien que toi, mais...
quelles valeurs? C'est ça le sujet en fait. C'est justement, c'est un travail de fond que nous devons, auquel nous devons nous coller, en clair. Dans la conjoncture économique, financière, internationale, politique, il faut qu'on définisse ensemble, de façon extrêmement précise, les valeurs que nous voulons porter pour dessiner, dessine-moi l'Europe, pour dessiner l'Europe. C'est compliqué aujourd'hui d'en parler de façon extrêmement précise. Parce que nous sommes dans une Europe de plus en plus eurosceptique, dans une France où les extrêmes aujourd'hui sont ceux qui vont voter pour ce scrutin électoral des européennes et qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont ceux qui risquent de faire, comme l'année passée, comme le scrutin passé, un score important. Et donc, il faut que l'on regarde ce que l'on peut porter comme valeur pour refaire une Europe beaucoup plus ambitieuse, une Europe plus politique, une Europe qui nous défende davantage, tant les citoyens que l'économie, que d'un point de vue de ce monde trouble dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc il y a effectivement, moi je pense que l'enjeu aujourd'hui, et les universités d'été sont celles qui vont nous permettre d'aborder ces problématiques-là, des valeurs que ensemble nous devons porter. Notre parti politique doit être celui qui, on l'a déjà dit, porte déjà la valeur du fédéralisme, les valeurs d'une Europe, enfin d'États-Unis d'Europe, c'est-à-dire une Europe beaucoup plus fédérée, une Europe beaucoup plus décisionnaire ensemble, collectivement, moins, comme je disais tout à l'heure, additionner l'addition de 27 égoïsmes nationaux. Et puis nous, on doit aussi porter une Europe qui réussit, parce qu'elle réussit, elle a réussi. La paix, on l'a dit tout à l'heure, mais elle a eu d'autres réussites qu'on oublie vite pour ne parler que de ce qui ne fonctionne pas. C'est vrai qu'on parle plus facilement des trains qui arrivent en retard, et donc on parle plus de ce qui ne fonctionne pas dans l'Europe que de ce qui fonctionne, et pour le coup, nous avons effectivement, dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, une vision de l'Europe qui n'est pas satisfaisante et qu'il faut que nous fassions évoluer. Moi, je pense que l'enjeu de ces universités d'été, c'est de se poser les bonnes questions pour arriver justement à donner les éléments majeurs de ce que nous devons porter, incarner comme valeur pour une Europe ambitieuse, politique, et une Europe qui soit plus lisible, visible pour l'intérêt des citoyens français dans l'Union européenne. Merci, merci Sophie. Alors avant de conclure, mais quand on prend le risque, quand on prend le risque de citer les personnes qui arrivent, on oublie toujours des personnes. Alors je salue évidemment Béatrice Descamps, députée du Nord, qui est parmi nous, et on l'a oublié tout à l'heure. Merci d'être là, évidemment. Alors peut-être un mot de conclusion pour chacun. Sophie, je peux considérer que tu as fait un brillant mot de conclusion avec une question qui était impossible, donc du coup, l'un dans l'autre, merci. Peut-être pour toi, James? Je vais faire très court. On a eu un fil conducteur sur nos différentes interventions, c'est l'UDI est pour une fédération, pour les États-Unis d'Europe. À ceux qui pensent que c'est un gros mot, une fédération, ça n'est pas l'abandon, mais c'est bien la reconquête de souveraineté que tout seul, on est incapable d'assumer aujourd'hui. Je prendrai un exemple, on a beaucoup parlé de migration. Vous prenez le Canada, c'est une fédération. Chaque province détermine le nombre de migrants qu'elle veut, qu'elle est prête, qu'elle peut accepter. Et c'est la fédération qui organise de façon uniformisée, ce qu'on est incapable de faire nous aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Par exemple, le droit d'asile en France, c'est pas la même réglementation, c'est pas la même notion que le droit d'asile dans d'autres pays. Et bien, si on prend le Canada, il y a une vision globale, il y a une organisation globale du système, mais chaque fédération, chaque province détermine le nombre de migrants qu'elle est en capacité, en volonté d'accepter. Voilà comment une fédération n'est pas l'abandon de souveraineté tel que les opposants veulent nous la vendre, veulent la vendre aux électeurs, en leur faisant peur,
mais c'est bien un moyen de reconquête de souveraineté, parce qu'ensemble, à plusieurs, on arrivera mieux à gérer un certain nombre de sujets dans le monde ouvert que nous avons décrit tout à l'heure. Parfait, merci. Un dernier mot peut-être, Patricia. Non, alors, j'adhère complètement à ce que vient de dire James. Je pense que, contrairement à ce qu'on pense, au contraire, les États-Unis d'Europe, c'est d'une certaine façon une façon de retrouver pour chaque État sa souveraineté. C'est comme ça. Mais ça, il faut faire un message difficile à faire comprendre parce qu'il est évidemment pris exactement à l'inverse. Mais c'est ça qu'il faut, je pense, accentuer là-dessus. Voilà. Merci Patricia. Alors, pour conclure, vous dire d'une part que naturellement le sujet européen, vous l'aurez compris, c'est un peu le fil conducteur de cette université d'été. Il y a cette table ronde, cette plénière, mais il y a aussi le hackathon qui est organisé, ainsi que la copie stratégique qui sont, vous l'avez dans votre dossier, organisé sur l'ensemble du week-end, tout autour du village vacances. Et il faut souligner le travail de Florent Montillot qui a été à l'origine de ces formats, qui est en charge des universités d'été. Et merci à lui de s'être engagé autant pour l'organisation de cet événement. Il est là, il peut se lever d'ailleurs, hein, quand même, voilà. Pour conclure le sujet, d'une part, remarquez qu'il y a eu ici, d'une part, un travail de diagnostic lucide. Pendant longtemps, je le disais, on a voulu défendre l'Europe, y compris en essayant de justifier ce qui ne marchait pas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une révolution intellectuelle dans notre famille politique. On assume de dire ce qui ne marche pas dans l'Europe pour essayer de le corriger. Ça, c'est la première conclusion que je souhaitais tirer et il faut s'en féliciter parce que les électeurs nous reprocheraient de ne pas être lucides face à ces sujets. Et eux s'en sont rendus compte, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas capables de nous en rendre compte. Deuxième sujet, qui est plus prosaïque, voire trop prosaïque. Mais je crois qu'il y a une responsabilité dans la classe politique française. Pendant longtemps, nous avons considéré l'élection européenne comme une élection mineure. Et nous avons considéré qu'il était de bon ton d'envoyer au Parlement européen des élus. Ça n'est pas ton cas, ça n'est évidemment pas ton cas, et je crois que notre famille politique s'est toujours astreint le contraire. Mais à envoyer des candidats qui n'étaient pas toujours mus par l'idéal européen comme étant un moteur de leur engagement politique. Et ce qui fait que progressivement, on peut le dire, bon, on ne va pas citer de nom, mais on peut considérer que la perte d'influence de la France au niveau européen est aussi évidemment liée à ça. Eh bien, nous devons éviter cette erreur, nous l'avons toujours tenté. Eh bien, nous devons aussi montrer que, au fond, cette nouvelle génération d'élus, puisqu'il paraît qu'on rentre dans un nouveau monde, eh bien, ce nouveau monde, c'est juste la compétence, le travail et surtout la détermination à défendre un certain nombre de valeurs fortes. Et c'est ce que nous devons faire. Et je terminerai avant de passer à une séquence importante, puisque nous avons la chance d'avoir des présidents de groupe au Parlement dans nos parlements nationaux, et bien de s'exprimer. Vous dire qu'évidemment, ce projet européen, il est toujours en cours de travail, en cours de rédaction. Il va s'enrichir dans les semaines qui viennent. Olivier Richefou fait ce travail en relation évidemment avec James. Et tous ceux qui souhaitent y participer sont les bienvenus. Il y a James se tient à votre disposition pour que vous puissiez l'inonder de mails. Il sera ravi d'y répondre. Et l'objectif, c'est évidemment que ce projet soit co-construit. On a une baseline, entre guillemets, de notre université d'été. Nous avons au cœur de notre méthode le dialogue, l'échange, la co-construction. Eh bien, faisons en sorte que cette méthode que nous voulons promouvoir à l'extérieur de notre famille politique, nous puissions la mettre en œuvre en interne. Et donc, on compte sur votre participation. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que nous avons été concrets et en lien avec vos sujets. Je vais vous demander de rester sur scène. Et je vais donc appeler pour la première intervention évidemment importante, puisqu'il s'agit de pouvoir parler de à la fois ce sujet européen, mais aussi et surtout montrer que nous avons à cœur d'échanger, de dialoguer avec toutes les autres composantes de cette grande famille politique qui est la nôtre. Et j'appelle pour la première intervention notre président du groupe UDI, Union Centriste au Sénat, Hervé Marseille. Bien, chers amis, rassurez-vous, je vais être bref, puisque je voudrais surtout qu'on puisse entendre nos amis Claude Malhuret et Marc Fesneau, qui nous font l'amitié d'être présents. Quand on commence un discours, on commence toujours par dire « rassurez-vous, je vais être bref ». En général, on ne sait pas trop où ça finit, mais ça va vraiment être le cas. Et donc, je veux les remercier d'abord d'être présents
ici avec nous à Barcarès. C'est important parce que Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure dans son propos de bienvenue, ils font partie quelque part de la famille. On était ensemble depuis longtemps dans les mêmes périmètres politiques, à l'UDF bien sûr, et puis aujourd'hui on est toujours en grande proximité, même si les uns ou les autres ont fait des choix qui les positionnent à côté, pas très loin. Et c'est important parce que nous représentons une vraie force politique au Parlement, puisque, bien sûr, le groupe que j'ai l'honneur de présider au Sénat, le groupe Union Centriste, est fort de 51 membres, mais le groupe que préside Marc Fesneau en a pas loin d'une cinquantaine. Le groupe des indépendants République et Territoire que préside Claude Malhuret, je crois, est 11 membres. C'est-à-dire que nous représentons, si on compte nos amis du groupe de l'Assemblée présidé par Jean-Christophe, nous avons environ 120, 130 parlementaires. 120, 130 parlementaires, c'est pas rien. Et quand on parle de la Constitution, de sa réforme, et quand il faut aller chercher des voix de ci, de là, puisqu'il faut les 3/5 au Congrès, bah quand on a environ 120, 130 parlementaires qui pensent peu ou prou la même chose, bah ça compte. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on puisse parler entre nous, qu'on puisse évoquer, échanger ensemble les objectifs, les perspectives qui sont les nôtres. Et je les remercie d'être présents aujourd'hui parce que c'est important qu'on puisse échanger entre nous. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qui vient d'être dit pour faire un petit peu l'autopsie d'une Europe qui n'est pas encore moribonde, mais qui en est pas loin, malheureusement. Et on a évoqué le Brexit, je crois que c'est une pierre angulaire dont les réponses qui seront apportées peuvent être mortifères pour l'Europe. Puisque c'est Michel Barnier, un Européen que nous respectons, qui est en charge de ce travail pour l'Union européenne. Si les négociations avec l'Angleterre aboutissent à ce que veut l'Angleterre, c'est-à-dire être dehors tout en restant dedans, bah vous pouvez être sûr que le lendemain matin, les Italiens, les Hongrois et les Autrichiens vont dire bah nous aussi. Donc c'est extrêmement important. On n'a pas parlé de la Turquie. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait mais est-ce qu'il faut que la Turquie rentre dans l'Europe? Vous imaginez le bordel. Avec les centaines de milliers de migrants malheureux poussés par les guerres en Irak, en Syrie, qui sont d'un côté ou de l'autre de la frontière avec la Turquie, vous imaginez où on en serait aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qui pèse lourdement. On a promis 6 milliards d'euros aux Turcs pour qu'ils puissent gérer ce problème. Je ne sais pas trop ce qu'ils font avec, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils nous font beaucoup chanter. Et c'est une épée qui pèse au-dessus de nos têtes, une épée considérable et qui peut déstabiliser, là encore, beaucoup de régimes dans la région et évidemment tous ces gens qui sont dans la précarité, dans la difficulté, dans le malheur. Donc une idée en tête, c'est d'aller vers des horizons où ils pourront vivre mieux, ce qu'on ferait à leur place. Mais cet horizon, souvent, il s'appelle l'Europe. Et donc, c'est encore un sujet important. Et puis tous les sujets qui ont été évoqués, les sujets économiques, de guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine. Et on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur. Quand les États-Unis font monter les enchères et les taxes sur les produits européens, nous on répond on va s'attaquer au beurre de cacahuètes. C'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça suffise, même avec les Harley-Davidson. Donc les Chinois ont des réponses un peu plus musclées. Sur le plan financier, on sait bien, chaque fois qu'on propose des prises de position plus rigoureuses, on a parlé du Luxembourg, il y a des pays, évidemment, qui s'en émeuvent rapidement. Ils ne veulent pas de ces contrôles bancaires
dès qu'on parle du social, on voit bien qu'il y a des pays à l'est de l'Europe qui ne veulent pas non plus. Toujours le problème des... On n'en parle plus, mais souvenez-vous du fameux plombier polonais, les travailleurs déplacés. C'est un sujet qui est toujours constant. En matière de terrorisme, on l'a dit. Souvenez-vous, on n'arrive toujours pas à avoir les listes de gens qui prennent l'avion. Aux États-Unis, c'est simple. Ils vous disent, si on n'a pas les listes, vous n'atterrissez pas. Donc on leur donne. Et nous, on est toujours en train de discuter. On a soi-disant voté, le Parlement européen a voté, mais l'affaire est dans les arcanes de l'administration européenne. On n'a toujours pas les listes de gens qui prennent l'avion. Donc, quand les Américains sont en forme, on peut leur demander. Ils peuvent toujours nous les donner gentiment, mais sinon, on ne les a pas. Et donc, l'ensemble de ces problèmes, évidemment, constitue quelque chose de considérable qui fait que l'Europe peut, demain, effectivement, ça a été dit à différentes reprises, et on le lit maintenant régulièrement, peut mourir de sa bonne mort. Peut mourir de sa bonne mort. Et pour nous, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. La famille centriste a plongé ses racines depuis toujours dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire de l'Europe. Nous en avons été, pour beaucoup de nos anciens, à l'origine. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe, c'est avec un serment au cœur. Alors on vient de dire quelles étaient les valeurs qui étaient les nôtres. On vient de rappeler, et elles sont largement partagées, on vient de rappeler les idées qu'on pouvait développer pour essayer de faire en sorte que cette Europe, enfin, elle se remuscle, elle prenne une forme beaucoup plus vigoureuse et qu'on puisse enfin se défendre. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va affronter l'an prochain une élection européenne. Il va y avoir beaucoup de débats. Comment allons-nous porter ces valeurs? Comment allons-nous porter ce débat? Ben, jusqu'à présent, on essayait de le faire avec d'autres. Moi, je me souviens, Edgar Faure disait, si vous n'avez pas d'idées, prenez les miennes. Bon, c'est ce que beaucoup nous disaient. Et souvent, on a fait en sorte, peut-être par lassitude ou par fatigue, d'emprunter des idées qui étaient peut-être les autres, mais qui étaient aussi ailleurs. Je ne vois pas chez ceux qui appartiennent au courant des Républicains quelque chose qui, du point de vue des valeurs, des idées, peut nous rapprocher. Je nous imagine mal en train de défendre une Europe des nations, eurosceptique, entre Rachida Dati et la délicieuse Madame Morano. C'est un taxi pour Tobruk. Chacun peut penser ce qu'il veut de tout ça, mais je vous laisse le soin d'imaginer les photos. Ceux qui voudront le faire le feront, mais moi je ne suis pas de cette aventure-là. Et puis il y a ceux qui vous disent ces valeurs-là, elles sont très largement partagées, et donc il peut y avoir qu'une liste centrale qui rassemble tous les Européens, puis tous ceux qui ne sont pas là-dedans, ou qui ne soutiennent pas, mais ils ne sont pas européens. C'est aller un peu vite en besogne. D'abord parce que des Européens, il y en a partout, ils peuvent appartenir à différents courants de pensée, à différentes écoles de réflexion. Et donc je pense que, et aujourd'hui il y a beaucoup de voix qui s'expriment pour dire qu'il peut y avoir différentes façons de défendre des idées européennes. Et moi je serais tenté de dire que l'UDI ne s'use que si on ne s'en sert pas. Parce que il faut pouvoir défendre nos idées. Le courant centriste, il s'est toujours caractérisé, à chaque élection présidentielle, sur des choix très intéressants, qui nous ont sortis de la route assez rapidement et envoyés dans le mur encore plus rapidement. 81, pour les plus anciens, mortelle randonnée. 88, on avait trouvé Barre, il paraissait en forme. On l'avait fait un peu de yoga. Vous savez comment ça a fini. Bon, après on s'est dit, puisqu'on n'a rien en stock, on va aller chez les autres trouver quelqu'un. On a été dégoté Balladur. Manque de bol. C'est fait doubler dans la dernière ligne droite. Puis la dernière fois, on a dit, on ne peut pas perdre.
Alors ce coup-là, là on perdra pas. C'est sûr de sûr. Il était tellement sûr qu'on a attendu le plus longtemps possible. On a été voir tous les voyantes chinoises de la capitale et on s'est dit, ce coup-là, c'est pas possible. On va pouvoir développer nos idées parce qu'on va avoir un grand succès. Je ne reviens pas sur cette funeste affaire et qui continue de faire la une des actualités encore aujourd'hui. Donc, mes amis, si nous voulons porter des idées, finalement, le mieux, c'est de les porter nous-mêmes. Et moi, je serais tenté de dire, mais... on aura ce débat pendant les jours qui viennent, mais puisque l'occasion m'est donnée de le dire au micro maintenant, à titre personnel, je prends des précautions, à titre personnel, je pense que nous devons porter ces idées-là nous-mêmes, et pas savoir sur quelle liste collective on va les porter. Parce que si on commence par réfléchir en disant voilà ce que nous pensons, voilà quel est le diagnostic que nous faisons de la situation, et qu'ensuite on commence à mettre une annonce sur leboncoin.fr en disant est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec qui on pourrait faire affaire pour développer nos idées? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Fort de l'expérience qui est la nôtre. Alors mes amis, à un moment qui est un moment extrêmement difficile. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a enterré Simone Veil, qui était, je le rappelle, celle qui avait la carte numéro 1 de l'UDI. Et puis ensuite, il y a quelques semaines, elle a été installée avec son mari au Panthéon. Hier soir, d'ailleurs, je le disais à l'instant, ces effigies à l'extérieur, 14 portraits, ont été saccagés. C'est honteux. C'est honteux. Mais au moment où on a fait, j'allais dire, cela à Simone Veil, ça nous rappelle que, évidemment, la bêtise est toujours de ce monde, malheureusement, c'est la chose la plus difficile à combattre, mais surtout que ça nous donne une exigence et un devoir, c'est celle de porter le message qui était le sien. C'était le nôtre, c'était le sien, et je crois que nous devons, nous qui sommes là encore, porter ce message-là. Alors je crois que dans les semaines et dans les mois qui viennent, je vais laisser la parole à nos invités et amis qui vont pouvoir s'exprimer maintenant, je crois que nous devons aller plus loin encore dans la réflexion qui est la nôtre. Dégager les points de vue qui sont les nôtres, et puis surtout les creuser, les approfondir, et nous organiser pour les porter et les défendre. Parce que c'est à ce prix-là qu'on pourra non seulement faire exister notre exigence européenne, mais c'est à ce prix-là surtout que nous pourrons l'affirmer dans le paysage politique qui est celui aujourd'hui de la France, mais qui est aussi celui de... Je vous remercie. Bravo. Merci Hervé pour ce discours offensif et plein d'humour. Et j'appelle tout de suite Claude Malhuret. Claude Malhuret qui est sénateur de l'Allier et président du groupe des indépendants République et Territoire au Sénat. Merci à lui d'être parmi nous. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour à tous, merci mon cher Jean-Christophe, merci mon cher Hervé de votre invitation à cette université d'été de l'UDI et je suis très heureux d'être votre invité ce soir pour participer à ce débat sur l'Europe. Nietzsche disait « L'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau ». Vu la situation que vous décrivez, et si l'on est très optimiste, on peut penser que l'Europe va advenir très bientôt. Je suis désolé de plaisanter avec ce sujet qui est un sujet grave, mais j'ai été frappé de voir la convergence. Probablement, je crois pas que Céline Lalonde le disait tout à l'heure, qu'il n'aurait pas été la même il y a 1 an ou il y a 2 ans, la convergence des diagnostics, non seulement sur les difficultés, mais je crois que presque chacun d'entre vous a utilisé le terme, sur les dangers mortels
que court l'Europe aujourd'hui. Alors la première question qui se pose, c'est est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est une réalité? C'est peut-être une illusion, parce que depuis le traité de Rome, on en est à la énième crise qui était insoluble, qui devait détruire l'Europe. Le bateau a été souvent secoué. Jusqu'à présent, il n'a pas sombré. Mais nous sentons tous qu'aujourd'hui, la situation est différente et qu'elle est beaucoup plus sérieuse. Nous sentons tous, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, l'Union européenne, pour parler comme Nietzsche, est au bord de la tombe. Si elle est au bord de la tombe, il y a plusieurs raisons. Mais la première n'est pas obligatoirement, enfin la première que je voudrais évoquer, c'est pas obligatoirement, vous l'avez fait d'ailleurs, ce ne sont pas obligatoirement les raisons internes. C'est d'abord parce que beaucoup souhaitent sa mort. Il y a quelques jours, la ministre des Affaires étrangères de l'Autriche s'est mariée. Toutes nos félicitations. Elle a trouvé que c'était une excellente idée d'inviter le Premier ministre autrichien, qui gouverne, comme vous le savez, avec le FPO, qui est l'équivalent du Front National, et qui a des ministres dans le gouvernement en Autriche. Bon, c'est son Premier ministre, après tout, on peut le comprendre. Et elle a invité aussi, elle a trouvé que c'était une très bonne idée, Vladimir Poutine. Au moment où l'ensemble des diplomates, ou des centaines de diplomates sont expulsés des États-Unis, d'Europe, de tous les pays d'Europe après l'affaire Skripal, au moment de l'Ukraine, des sanctions contre, etc., contre la Russie, à ce moment-là, pas n'importe qui, la ministre des Affaires étrangères autrichienne invite Vladimir Poutine. Il ne s'est pas fait prier 2 fois. Il est venu, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un orchestre cosaque, quel symbole. Il a dansé avec la mariée et il a prononcé un discours, un parfait discours, ou plutôt un discours dans un parfait allemand, puisque, vous savez sans doute, il a été pendant longtemps colonel du KGB chargé de mater l'Allemagne de l'Est sous la botte soviétique et par conséquent il parle allemand couramment. C'était une bien belle journée, surtout si l'on pense que l'Autriche est actuellement détentrice de la présidence tournante de l'Union européenne. C'est quand même un bien beau symbole de la coalition de ceux qui veulent la mort de l'Europe depuis l'extérieur et de ceux qui la veulent depuis l'intérieur. Et c'est préoccupant. Ceux qui la veulent de l'extérieur, évidemment, je parlais à l'instant de Poutine, on ne peut pas ne pas penser à lui dans ce domaine. Poutine, dont on est effrayé qu'avec le bilan qu'il a, il puisse avoir chez nous non seulement de la tolérance, mais des partisans. Je vais vous faire une confidence, c'est une parenthèse. L'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté les Républicains il y a quelque temps, c'est celle-là. Ce n'est pas la raison principale. Mais autant je comprends, et c'est une évidence, que les extrémistes de droite ou de gauche, que Le Pen et Mélenchon se succèdent à Moscou et fassent l'apologie de Poutine, ils ont un flair incomparable pour renifler les dictateurs de la même façon que les chiens se reniflent là où je pense. De la même façon qu'ils ont Ceci est parfaitement compréhensible. Mais j'étais, jusqu'à il y a 2 ans, dans un parti qui aujourd'hui, probablement, il n'y a pas de sondage, mais probablement est non pas seulement poutinophile, mais dont une majorité moi je l'ai vu à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, c'était frappant et ça m'a beaucoup irrité, sont devenus poutinolâtres, illibéraux, pro-dictateurs, etc. C'est vraiment préoccupant. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que nous avons tous les choses sous les yeux. La cyberintervention directe dans les processus électoraux européens pour favoriser les extrêmes, pour disloquer, pour désinformer, n'est que le dernier scandale en date de la part de Poutine. Je voudrais, si certains d'entre vous l'ont oublié, j'ai fait une petite liste de la façon dont Poutine, depuis une dizaine d'années, déstabilise l'ensemble du monde, mais plus particulièrement l'Europe. Et je ne vous en cite qu'une petite partie. L'intervention en Géorgie, Sarkozy s'en souvient certainement.
Le soutien aux sécessions de l'Ossétie, de l'Abkhazie, du Nagorno-Karabakh, de la Transnistrie, l'annexion de la Crimée, l'invasion quasi ouverte de l'Est de l'Ukraine, les pressions sur la Moldavie et les pays baltes, la violation des espaces aériens norvégiens, finlandais, portugais, l'envoi de sous-marins dans les eaux territoriales suédoises, les menaces contre des navires danois, l'augmentation de 30% du budget militaire, la dénonciation quasi maladive de l'OTAN, la propagande anti-occidentale massive, y compris chez nous maintenant avec Sputnik et RT, la chasse aux ONG de défense des droits de l'homme, la destruction du Boeing de la Malaysia Airlines, je passe sur les assassinats, les emprisonnements, le fait qu'aucun parti politique aujourd'hui ne soit pas à la botte du pouvoir. C'est un petit échantillon. L'une des obsessions, pas la seule, mais l'une des obsessions de Poutine, c'est la destruction, non pas physique, mais c'est la destruction de l'Europe, c'est la destruction de l'Union européenne, entre autres. C'est un premier ami. Du côté de l'Ouest, d'ailleurs il est un peu à l'Ouest, le Donald, qui déclare que les Européens sont des ennemis, que le Brexit est une grande chose, qui sanctionne l'acier européen, qui crache sur l'OTAN, qui crache sur l'ONU, sur l'Union européenne, sur les traités de libre-échange, et son ambassadeur en Allemagne, qui déclare son soutien aux extrêmes droites populistes européennes. Troisième gâchette, Xi Jinping. Xi Jinping, en ce moment, il se fait face à Trump, je trouve ça fantastique, le chantre du libre-échange international. C'est quand même... on aura tout vu, et il y en a qui le croient. D'ailleurs, évidemment, vu l'attitude de Trump, etc., aujourd'hui, il n'a pas trop de mal à le faire. Mais certains le croient. Lui, il ne se sert pas des hackers et des ordinateurs, il les vend. Il ne se sert pas des droits de douane, si ce n'est pour répliquer à Trump. Mais il se sert en Europe de ces 3500 milliards de réserves de change, plus des sociétés entièrement contrôlées par l'État, pour acheter pièce par pièce les fleurons européens, en commençant par les pays les plus faibles. Ceux qui bradent leurs ports, ceux qui bradent leurs aéroports, leurs terres agricoles, leurs secrets industriels. Il n'a même plus besoin d'espionnage technologique aujourd'hui, il suffit de racheter les sociétés. Je passe sur les Erdogan, sur le califat, sur les groupes islamistes et quelques autres qui ne nous veulent aussi que du bien. Je parle maintenant de l'intérieur. Je parlais de cette coalition entre l'extérieur et l'intérieur. Je voudrais parler 2 minutes de l'intérieur. Pourquoi est-ce que l'extérieur se gênerait? Pourquoi est-ce que les dictateurs se gêneraient? Puisque chez nous, la 5e colonne est à l'assaut, qui ne rêve, elle aussi, que de disloquer l'Europe. Les Salvini, vous vous souvenez quand même, il y a 3 semaines, de cette phrase fantastique qui consistait à dire que l'effondrement du viaduc de Gênes était dû à l'Europe. Il faut quand même arriver à la trouver, celle-là. Salvini, les Orban, les Kaczynski, les May, avec le Brexit, qui sont au pouvoir, ceux qui pourraient y être bientôt, les extrêmes droites et les extrêmes gauches allemandes, hollandaises, françaises, finlandaises, bulgares, grecques, les séparatistes, c'est la 3e catégorie, flamands, italiens, catalans. Si on ajoute à cela les braises pas encore éteintes de la crise de 2008, l'insoluble problème des migrations, je ne vais pas y revenir, je l'avais fait tout à l'heure, et on va avoir l'occasion d'y revenir, heureusement, pendant toute cette campagne, les quasi-guerres de religion en Europe, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud sur les problèmes budgétaires et financiers, quasi-guerre de religion entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est sur les problèmes et les politiques de l'asile. Devant ce tableau, la question qui se pose, c'est pas de savoir si l'Union européenne est au bord du tombeau. La question, et je vais passer à la partie optimiste, parce qu'il faut bien un petit peu d'optimisme, je vais passer à la partie optimiste, la question c'est de savoir pourquoi elle n'a pas déjà disparu. Or, elle n'a pas disparu. Pour dire quelques mots plus optimistes, je voudrais commencer par citer un très grand historien français du XXe siècle qui est assez peu connu, malheureusement, qui s'appelle Jacques Bainville. Il est assez peu connu, c'est un historien du début du XXe siècle, qui a vécu des choses dures, la Première Guerre mondiale, la montée des fascismes, etc. Il est assez peu connu pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas marxiste. Et que dans cette historiographie française, dominée par les marxistes depuis plus d'un siècle maintenant, évidemment, il ne faisait pas partie du cercle, il était même opposé, très opposé.
et par conséquent, il n'a pas la renommée qu'il mérite. Mais c'est un très grand écrivain, je vous recommande son Histoire de France, c'est une courte Histoire de France qui est en livre de poche aujourd'hui, elle est fantastique. Lorsqu'on lui disait que la situation était mauvaise, et il y avait beaucoup d'occasions à l'époque où des gens disaient à Bainville que la situation était mauvaise, il avait une phrase, il leur répondait « Vous savez, tout a toujours très mal marché ». Moi j'adore cette phrase, parce que elle permet de relativiser bien souvent nos désespoirs ou nos inquiétudes. Un exemple de la nécessité de relativiser par rapport justement à l'époque de Bainville. J'entends souvent dire, et je pense que c'est vrai, que le krach de 2008 est une des principales origines de la crise européenne qui dure et qui parfois s'aggrave. Et j'entends aussi beaucoup, et je crois que c'est vrai, qu'on compare par son ampleur la crise de 2008 à la crise de 29. Les mêmes mécanismes ont suivi les crises. Le protectionnisme, le nationalisme, nous sommes en plein dedans. Mais si on compare la crise de 29 et la crise de 2008, 10 ans après la crise de 29, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, Staline, Hitler, Mussolini et l'Europe suicidée, abattue. 10 ans, et nous sommes exactement 10 ans après la crise de 2008, certes, tout ce que vous dites est vrai, et nous ne sommes pas dans une bonne situation, mais entre les grands pays, il n'y a aujourd'hui de guerre que commerciale. Il y a Poutine, vous savez ce que j'en pense, mais c'est quand même pas Staline. Il y a Trump, j'ai dit ce que j'en pensais, mais personne ne songerait à comparer Trump à Hitler. Et l'Europe, certes, va de crise en crise, certes, elle fait du surplace, mais à ce jour, elle n'a disparu ni sous les bombes, ni même comme institution. La situation est donc sérieuse, et c'est ça là où je voudrais être optimiste, la situation est donc sérieuse, mais elle n'est pas désespérée. Mais il faut que les Européens assument leurs responsabilités, les Européens que nous sommes, je parle de nous maintenant. La première, c'est de faire un diagnostic juste. Quel est le principal danger aujourd'hui? Quel est pour moi le principal défi? C'est que, en 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin, la situation politique mondiale s'est renversée. En 1990, Fukuyama pouvait écrire La fin de l'histoire. Et évidemment, il se trompait dans son titre. Mais tous ceux qui ont lu le livre seront sans doute d'accord avec moi pour dire qu'il ne se trompait pas à l'intérieur du livre. Et l'intérieur du livre, pour le résumer d'un mot, c'est « La démocratie a vaincu les totalitarismes ». Elle a mis un siècle, mais elle a vaincu les totalitarismes. Vous savez, dans l'histoire, dans les livres d'histoire, ou plutôt chez les historiens, les siècles sont souvent examinés, ou sont souvent décrits avec le point essentiel qu'il faut retenir, le point essentiel qui a marqué souvent une inflexion, souvent une innovation, souvent parfois une crise. C'est assez simple en définitive. Le XVIe siècle, c'est le siècle de la Renaissance. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de l'établissement de l'ordre westphalien en Europe. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Le XIXe siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle et de la domination du monde par l'Europe et de son expansion coloniale. Et le XXe siècle, c'est pas encore décrit, parce qu'on en est encore très près, mais le XXe siècle, c'est évident demain que dans les livres d'histoire, ce sera la lutte d'un siècle entre les démocraties et les totalitarismes, et que c'est les démocraties qui l'ont gagné un peu avant la fin du siècle, en 1989. Qui l'ont gagné avec la quasi-certitude que c'était définitif, c'est le titre de l'ouvrage de Fukuyama, et aujourd'hui, on a parfois l'impression que nous sommes les derniers libéraux dans un monde qui est devenu illibéral, ou qui est en train de devenir très rapidement illibéral. Je n'aime pas ce mot d'illibéral, parce que, à mes yeux, à mes oreilles plutôt, il sonne comme une excuse pour les dictateurs. La Russie n'est pas un régime illibéral, c'est une dictature. La Chine est une dictature pire encore, malgré les sourires de Xi Jinping, où tout est contrôlé, tout est censuré.
et qui, avec la reconnaissance faciale aujourd'hui et l'intelligence artificielle, est en train de devenir un 1984 en vrai. J'aime pas ce mot, mais c'était une parenthèse. Je reviens à ce que je disais à l'instant, le problème de l'illibéralisme ou des régimes autoritaires qui séduisent de plus en plus. Ce qu'il y a de pire chez Trump aujourd'hui, c'est pas qu'il affaiblisse seulement le soft power des États-Unis, et Dieu sait à quel point il affaiblit ce soft power. Les États-Unis ont été l'une des deux superpuissances, ils ont été ensuite la seule superpuissance, mais une bonne partie de ces superpuissances n'était pas due à leur bombe atomique, elle était due à leur puissance économique et surtout, et tout le monde le sait, à son soft power. Le problème de Trump aujourd'hui, l'ennui de Trump aujourd'hui, pour nous, c'est que non seulement il est en train de faire décliner le soft power des États-Unis, et la crise de 2008, bien entendu, y contribue aussi, mais que c'est un déclin du soft power démocratique tout court. Pas seulement des États-Unis, mais de la démocratie. Et c'est une des raisons aujourd'hui pour lesquelles la Chine et d'autres pays sont en train, ou un certain nombre de pays européens ou de l'Est européen sont en train de creuser et d'approfondir ce thème de l'illibéralisme sans nous demander, bien entendu, notre avis. Y compris là où on pensait que c'était définitivement impossible dans cette Europe qui a inventé la démocratie et qui a inventé le libéralisme. C'est la raison pour laquelle je disais il y a un instant que nous avons une grande responsabilité lors des élections européennes à venir, et je vais, comme l'a fait tout à l'heure Hervé, en dire quelques mots. Responsabilité de tous les Européens en Europe et responsabilité des Européens en France. Macron explique que l'enjeu des prochaines élections européennes sera l'affrontement entre les progressistes et les nationalistes. On peut dire, c'est des variations, c'est un petit peu différent, mais c'est sur le même thème, l'affrontement des Européens contre les eurosceptiques, ou l'affrontement des libéraux contre les illibéraux ou les autoritaires. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien une grande partie du sujet. J'ai écouté avec attention Patricia Lalonde tout à l'heure, et je suis d'accord avec elle. Si je dis que c'est une grande partie du sujet, ça ne veut pas dire que ce serait le plus malin d'en faire le thème de campagne principal. Il va y en avoir d'autres, et celui-là, nous n'y sommes pas obligatoirement à notre avantage, j'allais dire, hélas. Parce que je suis loin de partager l'optimisme du chef de l'État et de penser que dans ces élections qui seront un peu un référendum sur l'Europe, nos idées soient aujourd'hui majoritaires. Saint-Georges, Macron, terrassant les dragons Salvini et Orban, c'est un beau scénario, mais je ne suis pas certain que le film se termine comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il va nous falloir du courage. Et il va falloir aussi du discernement devant un chambardement politique comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Un parti qui n'existait pas il y a 2 ans détient aujourd'hui une formidable majorité à l'Assemblée nationale. Les 2 grandes forces d'alternance traditionnelles sont pour l'une moribondes et pour l'autre écartelées. Les seules oppositions audibles aujourd'hui, ce sont les populistes. D'un côté, un castro-chavisme d'opérette, à l'idéologie archi-décédée, qui n'a pas daigné se rendre au Congrès en juillet, ce qui donne une idée de l'importance qu'il accorde à un Parlement qu'il dissoudrait d'ailleurs immédiatement s'il venait au pouvoir. De l'autre, une extrême droite passée en quelques années du népotisme aux Atrides, dont le programme économique repose sur la force du double euro, l'un à usage interne et l'autre à usage externe, et qui admire à l'étranger, ce qui est quand même un comble dans ce parti qui est l'héritier de ceux qui ont toujours accusé ou toujours vilipendé, dénoncé la plutocratie et le communisme, qui admire à l'étranger un plutocrate américain et un ancien colonel du KGB. Voilà aujourd'hui la situation. Comme dirait Bernard Blier, le paysage politique est éparpillé façon Peuse. Où est-ce que nous nous situons ? Où est-ce que nous nous situons, nous ? Excusez-moi du terme, nous nous situons pour l'instant dans un trou de souris. Notre espace traditionnel, celui qui est aujourd'hui compris entre En Marche et l'extrême droite,
a non seulement rétréci, mais il est partagé entre nous, résolument européens, et des voisins, il y a 2 ans j'aurais dit des alliés, majoritairement eurosceptiques, comme je le disais tout à l'heure. Et comme si ça ne suffisait pas, le petit espace qui nous reste est divisé en 5 ou 6 chapelles, l'UDI, Agir, les indépendants, Lire, la Manufacture, je pourrais citer quelques autres groupes et quelques personnalités éminentes mais isolées. Qu'est-ce qui reste à chacune de ces chapelles? Les derniers sondages nous le disent cruellement, et vous les connaissez aussi bien que moi, aucune n'arrive au seuil où l'on a des élus, et peut-être pas même au seuil où l'on est remboursé. J'ai sans doute pas l'autorité politique pour proposer la solution, mais je me contenterai de dire, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, que si nous n'arrivons pas à réunir, d'une façon ou d'une autre, nos petites chapelles, sinon dans une cathédrale, au moins dans une église de taille respectable, alors c'est notre famille humaniste, libérale, sociale et européenne qui pourrait être au bord du tombeau. J'espère que nous aurons ensemble la force et la sagesse d'éviter cela. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Je voudrais, avant de l'appeler sur scène, remercier au nom de Jean-Christophe et en votre nom à tous, Marc Fesneau qui est aujourd'hui parmi nous. Il a, je crois, à la fois à titre individuel avec un certain nombre d'entre vous, mais également avec notre famille politique, une longue histoire qui prouve aujourd'hui par sa présence qu'au fond cette histoire n'est évidemment pas éteinte, que le dialogue se poursuit, que les échanges se poursuivent, que les points de vue convergents existent sur l'Europe naturellement et sur plein d'autres sujets, notamment sur le sujet des institutions, et nous sommes très heureux que ce dialogue reprenne. Merci à Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, d'être présent parmi nous. Merci de tes mots d'accueil. Si je commence, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire commencer à toucher au micro, mais ça y est, j'ai réussi à rétablir la situation. D'abord, je voudrais vous saluer toutes et tous, saluer les visages que je connais depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, on a échangé quelques souvenirs avec Jean-Christophe et Hervé tout à l'heure. Et puis vous saluer toutes et tous parce que c'est un moment heureux que celui de voir une famille politique, comme je crois que tu l'as dit, toi James peut-être, qui peut et qui est en capacité de dialoguer, ce qui n'a pas toujours été facile, disons les choses comme elles sont. Mais quand j'ai été contacté par Hervé et par Jean-Christophe en disant ça serait bien que tu viennes aux universités de rentrée comme président de groupe, puisque c'est la nouvelle fonction que j'occupe, je l'ai fait avec grand plaisir parce que dans une famille politique, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des querelles. Mais l'idée, quand on vous entend les uns et les autres dans les expressions qui ont été les vôtres, on voit bien que finalement, nos racines, nos idéaux, nos valeurs, ils sont les mêmes. Et donc, je voulais venir en marquant aussi la volonté qui est la nôtre, qui est la mienne, qui est celle de mon groupe, de faire en sorte que jamais le dialogue ne soit interrompu. Malgré les choix qui ont pu être différents, malgré les options stratégiques qui ont pu être différentes. Et donc, je voudrais vraiment remercier et Jean-Christophe et Hervé de leur invitation et le plaisir, et réaffirmer le plaisir qui est là d'être parmi vous ce soir avec vous. Je réfléchissais en nous entendant parler, je disais, ça me faisait, je crois que c'est Nouria qui disait ça, j'aime tellement l'Allemagne qu'il y en a deux, c'est j'aime tellement les centristes qu'il y a 4 groupes. Ça nous invite peut-être à voir le chemin qu'il faudra parcourir, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, mais moi je retiens ce qu'a plutôt dit Hervé. C'est qu'il y a peut-être 4 groupes, mais il y a 120 parlementaires. Et il y avait longtemps qu'il y avait eu 120 parlementaires à l'Assemblée, en capacité d'ailleurs d'exprimer ce qu'ils sont, leur propre identité avec les parcours que nous avons les uns et les autres. Et je pense que c'est une force dont il faudra se servir dans les semaines, les mois et les années qui viennent parce que ça va être utile, j'y reviendrai tout à l'heure dans mon petit propos. La deuxième chose, c'est de dire que je suis heureux d'être ici parce que, comme l'a dit Jean-Christophe, nous avons des combats à mener. Nous avons des combats communs à mener. Le premier combat, puisque c'est le thème de cette table ronde, c'est le combat européen. Vous avez dit beaucoup de choses et je crois que je partage l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes une famille politique, à défaut d'être un seul parti, l'essentiel de ce qui a été dit sur l'Europe. Je voudrais juste compléter en disant 2 ou 3 choses sur ce sujet européen. La première chose, c'est que l'Europe, je crois que tu as raison James, je crois que c'est toi qui l'as dit, l'Europe peut mourir. Et l'idéal que nous avons porté, l'idéal que nous avons fait naître, parce que cette famille politique a été l'un des fondements de la naissance de l'Europe,
L'idéal que nous avons porté, il est en grave danger et en grave menace. Il est d'abord en danger, moi je partage ce qu'a dit Claude Malhuret, il est menacé de l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'aris qui nous veulent du bien. Il y a beaucoup d'amis qui nous veulent du bien. Il y a les batailles commerciales que se mènent les géants et qui mèneront parfois sur notre dos si ça les arrange. Et puis il y a à l'œuvre les superpuissances qui ont intérêt à voir le projet, l'idéal et la puissance qu'on voyait émerger de l'Europe plutôt s'affaiblir et plutôt se replier sur elle-même, ou plutôt se diviser. Et c'est le cas de Poutine. Et c'est le cas de Trump. Et à la vérité, même si nous avons, pour beaucoup d'entre nous, trouvé formidable que Barack Obama soit élu président des États-Unis, Barack Obama, dans son mandat, n'a pas aidé à solidifier et à construire une Europe commune, croyant que l'affaire européenne était définitivement stabilisée et qu'il n'y avait aucun risque, et donc il n'y avait aucune nécessité de s'occuper de l'Europe. Et donc, Obama, par défaut de vision, sans doute, alors que, je répète, on a été nombreux à se féliciter de son élection, et Trump, plutôt par calcul et par philosophie personnelle, les deux conjugués font que l'Europe s'est distendue, et les États-Unis se sont distendus de l'Europe, et on voit aussi les conséquences de ça. La deuxième chose, donc, c'est l'externe qui nous menace d'abord, et ce qui devrait nous faire prendre conscience. La deuxième chose qui me paraît importante de dire, c'est l'Europe, elle est malade, soit de ses égoïsmes internes, soit c'est la même chose par ailleurs, de ses concurrences internes. Qu'est-ce qui tue et ruine le projet européen? C'est le sentiment pour les Européens, pour les gens, y compris les plus défavorisés, c'est que finalement, on a construit un idéal, on a dit qu'on était ensemble, et quand il y a des coups durs, quand on a besoin du voisin, quand on aurait besoin d'harmoniser, finalement, c'est du chacun pour soi. Et c'est ça dont on souffre. Et sur la crise migratoire, moi je ne serais pas de ceux qui disent qu'il faut vilipender les Italiens. On a laissé les Italiens seuls face à la crise migratoire. On a laissé les Grecs seuls face à la crise migratoire, et on a pensé qu'à l'abri de nos frontières nationales, on éviterait le problème que géraient des gens que la géographie avait placés là. Et qui ont eu le sentiment d'être abandonnés au moment où ils ne savaient pas comment gérer des flux immenses de population en migration pour des raisons bien naturelles, qui étaient des raisons de guerre ou de contexte économique. Et là, on a fait défaut à l'Europe. Et puis, c'est impossible d'expliquer aux gens qu'on fait l'Europe et qu'en même temps, on se fait la guerre contre nous. On ne peut pas dire qu'on l'a fait pour être plus solide et se défendre vis-à-vis des superpuissances extérieures, et en même temps, tous les jours, donner le sentiment et les exemples que les égoïsmes et concurrences internes nuisent. Et ça, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième élément, et dernier, à vrai dire, c'est sans doute le plus important, et tu l'as dit, Sophie, je crois, c'est l'absence d'idéal. Finalement, c'est plus pourquoi on est ensemble. Et c'est quand même ça qu'il va falloir construire dans les mois et les années qui viennent. C'est pourquoi on est ensemble. On l'avait construit avec l'idée que plus jamais la guerre. Et je crois que l'un d'entre vous a dit, attention à plus jamais la guerre, ça, l'histoire européenne, elle est plutôt jamais de guerre que d'autres choses. Et donc, ça n'est pas un idéal qu'il faut oublier, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on a à construire quelque chose qui parle au cœur des gens. C'est pas une Europe de la rationalité qu'il faut leur... C'est pas seulement la raison qui emportera les cœurs. Parce que pour emporter les cœurs, il faut emporter autre chose. Et c'est ce que portent les populistes, d'une certaine façon. C'est de la déraison, mais ils parlent au cœur des gens, aux sentiments, aux impressions qu'ils ont de ce qu'ils vivent. Et moi, je partage ce qui a été dit sur l'idée que, oui, c'est un combat in fine, Claude Malhuret l'a bien dit, des populistes, contre ceux qui ont une autre vision de l'homme et qui sont plutôt progressistes, qui ne veulent pas le repli sur soi et le repli sur sa nation. Mais c'est pas comme ça qu'on gagnera le combat. On gagnera le combat au cœur, et donc c'est au cœur qu'il faudra aller chercher les gens en leur disant voilà ce qu'on porte, pas pour nous, pas parce que c'est raisonnable, pas parce que c'est mieux pour se battre contre les Russes, mais parce que c'est mieux pour vous, parce que c'est dans votre intérêt, et c'est un formidable idéal que celui de vouloir construire la paix. Hervé a dit, on était plutôt sur les affaires électorales, de voir quelle est la meilleure façon de faire. Alors, Hervé sait, et Jean-Christophe aussi, que je ne serai pas de ceux qui ne défendent pas l'idée qu'il faille défendre ses convictions. Donc, et que la meilleure façon de les défendre, c'est de les défendre soi-même. Je suis absolument d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on est un peu tôt aujourd'hui pour voir dans le processus qui est le nôtre, même si les élections arrivent au mois de mai, mais je crois que dans la tête des gens, le combat n'est pas sur la table, et donc les façons dont on va s'organiser n'est pas sur la table. Mais quand même, je pense qu'on aura une exigence, c'est qu'on puisse offrir, si c'est une alternative, mais si c'en est deux, très bien, mais au moins qu'on offre collectivement le même visage européen, même si chacun nous l'exprimons de façon différente. Et je pense qu'il faudra qu'on y veille, nous, centristes, à faire en sorte que l'idéal européen ne soit pas brisé par des stratégies qui soient de nature différente. Je voudrais dire, je m'en suis déjà excusé auprès de Jean-Christophe en disant que je ne parlerai pas que d'Europe, je suis déjà pardonné, si je peux dire.
rebondir sur ce qu'a dit Hervé. Nous avons un deuxième combat, c'est le combat institutionnel. Et le combat institutionnel, il faut qu'on soit conscient de nous-mêmes. Nous sommes 120 parlementaires en capacité de modifier les institutions. Et Dieu sait que c'est un combat que nous portons dans cette famille politique depuis des années. Le combat, il est, pour répondre à quelque chose qui est assez, à plusieurs choses qui sont assez simples. On a un Parlement qui est profondément impuissant depuis des années, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. On a un exécutif qui est plutôt surpuissant, mais il est surpuissant et fragile, parce que quand arrivent les difficultés, il ne peut pas s'appuyer sur un Parlement qui viendrait faire tampon, si je peux dire, ou qui viendrait porter les choses, ou qui viendrait amender les choses, ou qui viendrait amodier les projets. Et donc on a un exécutif qui est par nature surpuissant dans les institutions, mais dès que les ennuis viennent, j'allais dire autre chose, que les ennuis viennent, évidemment, on voit qu'il est seul parce que le Parlement n'a pas pu exercer son rôle, c'est valable depuis des années, et c'est ce qu'on a devant nous dans la réforme institutionnelle, et c'est ce que nous devrons défendre. Et puis, on a une incapacité au Parlement, et je sais, si nous, centristes, nous en avons été malheureux depuis des années, c'est une incapacité à organiser le débat. C'est soit vous êtes dans une majorité, et si vous exprimez quelque chose, vous êtes immédiatement un frondeur, ou un franc-tireur, soit vous êtes dans l'opposition, et si vous ne vous opposez pas, on considère que vous êtes, comment dirais-je, lâche à la cause, traître à la cause. Et donc, l'opposition et la majorité telle qu'elle est construite, et encore aujourd'hui, il faut dire les choses, elles doivent être repensées, et c'est tout le travail que nous aurons à faire dans les institutions. C'est à la fois un travail d'organisation du travail parlementaire, et c'est un travail aussi, autre sujet sur lequel nous sommes très liés de combat, c'est le travail autour de la proportionnelle. Nous n'arriverons à faire en sorte que les gens puissent se parler, non pas que nous voulions la proportionnelle parce que ça nous arrangerait, parce qu'on pense que ça permettrait de nouer un débat qui soit plus construit et moins caricatural d'un bloc à l'autre. Et puis il y a un quatrième sujet sur la révision institutionnelle, me semble-t-il, c'est de rendre intelligible la fabrique de la loi et la façon dont nous travaillons, nous parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée, et que les gens comprennent ce que nous faisons. Et donc, moi, il me semble, on en parlait tout à l'heure en arrivant, que cette réforme qui est sur la table avec 3 textes, d'abord c'est 3 textes et rien de moins, parce que c'est un tout. Le premier échelon, c'est d'abord de faire en sorte que nous ayons plus de pouvoir au Parlement. Il y a ici des gens qui connaissent depuis plus longtemps que moi le Parlement, mais qui ont dû aussi vite que moi se rendre compte, enfin, je connaissais un peu par ailleurs, notamment le Sénat, mais qui ont dû aussi vite que moi se rendre compte du fait que finalement nous avions un Parlement qui n'exerçait pas ses prérogatives. Et un Parlement plus fort, ça n'est pas un exécutif plus faible. Un Parlement plus fort, c'est des institutions qui fonctionnent mieux, une démocratie qui fonctionne mieux, et c'est un gouvernement qui est solidifié aussi, parce que quand la démocratie fonctionne dans le régime parlementaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on aura un travail à faire, et je voudrais au passage me féliciter du travail qu'on a fait en particulier avec Hervé, pardon à Claude parce qu'on a moins l'occasion, mais avec Hervé pour faire en sorte que nous puissions faire entendre notre voix. Et le dialogue qu'on a eu, parce qu'il faut aussi jouer la carte Sénat-Assemblée, et le dialogue qu'on a eu avec Jean-Christophe, il est utile. On nous annonce que le travail sera repris plutôt au tournant de l'hiver, et je compte bien que le travail soit repris au tournant de l'hiver avec la volonté qui est la mienne, même dans la majorité, de faire en sorte que nous fassions entendre la voix de ceux qui pensent qu'il faut un Parlement plus fort, il faut mieux représenter les courants d'opinion, il faut qu'on arrive à avoir un débat politique qui soit plus serein. Ça, c'était sur la partie institutionnelle. Je voudrais dire juste un mot, et c'est un sujet qui est un sujet européen, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on l'aborde mal en France, un mot du défi environnemental. Je pense que c'est un des défis du XXIe siècle, parce qu'il a des conséquences immenses sur la vie des hommes, y compris sur les affaires de flux migratoires, tout le monde le sait. Et que nous avons, nous, apporté aussi ce défi environnemental. Non pas simplement, et non pas sûrement plutôt, avec l'idée qu'il faut porter des symboles. L'idée, c'est pas on ferme Fessenheim et avec ça, on en a pour solde de tout compte. L'idée n'est pas on ferme Notre-Dame-des-Landes et on en a pour solde de tout compte. Il fallait le faire parce qu'il fallait que des décisions soient prises. Et moi, je ne dis pas, je le dis très clairement, dans la majorité, honte de ce qui a été fait comme travail à l'environnement. Mais il faut aussi qu'on sache gérer ce qui est une rupture, en fait. Parce que changer de modèle économique qui est basé sur autre chose que celui du développement durable dans notre pays, ça n'est pas un élément simple. Et ça n'est pas... C'est donc une rupture profonde, simplement c'est une rupture qu'il faut gérer en expliquant aux gens vers où on va et gérer la transition et l'accompagnement au changement. Oui, on a un sujet avec le diesel, mais du jour au lendemain, on ne peut pas supprimer le diesel. Oui, on a un sujet avec le glyphosate, mais du jour au lendemain, c'est peut-être un peu plus compliqué, et c'est là que le débat européen réintervient. Penser que nous serions tout seuls sur une île pour gérer les problèmes de biodiversité, de changement climatique et de transition économique, c'est une erreur. Et je pense que c'est l'erreur qui a pu être faite depuis des années. C'est une transition qu'il faut gérer, il faut assumer l'idée que c'est un chemin
sur lequel on ne reviendra pas en arrière, et en même temps il faut assumer que c'est un chemin qui est long parce que c'est un bouleversement profond de la société, et moi je n'accepterai pas qu'on nous dise qu'on ne fait pas le travail, et je n'accepterai pas non plus qu'on vienne donner des leçons aux gens en disant il va falloir vous adapter, parce que les agriculteurs, il faut qu'ils s'adaptent, très bien, les consommateurs, il faudra qu'ils s'adaptent, il faut les aider dans les adaptations, parce que dans ces cas-là, c'est toujours les plus faibles qui trinquent, c'est jamais les plus forts, et donc notre exigence, elle doit être de faire comprendre ce vers quoi nous allons et comment nous accompagnerons les gens vers cette transition environnementale dont nous avons tant besoin. Je voudrais dire un mot de la question territoriale, parce que c'est une question qui passionne les centristes depuis des années. Nous sommes les uns et les autres avec une histoire qui est une histoire d'élus territoriaux. Il suffit de voir la tribune et il suffit de voir les uns et les autres et les visages que je connais dans cette salle pour voir que nous sommes une famille politique qui a longtemps porté à la fois l'ancrage et l'exigence territoriale. Je pense que notre exigence, elle doit être de 3 ordres. On voit bien qu'on est dans un moment difficile pour le gouvernement. Je ne suis pas venu défendre le gouvernement en particulier. Il y a d'autres enceintes pour le faire, les associations d'élus. Et là, on est, j'allais dire, en famille. Et donc, simplement dire des choses simples. On est dans un moment... Pourquoi il y a un moment compliqué entre les collectivités et l'État? Parce que je pense qu'on est au bout d'un système. C'est pas tant seulement la politique qui est menée. C'est que je pense qu'on n'a pas tiré les conséquences des réformes successives. De l'agrandissement des régions, de la loi NOTRe, de la taille des communautés de communes, du rôle de la commune dans l'intercommunalité. On a fait des réformes qui se sont accumulées comme autant de sédimentation sans aucun sens. Sans qu'est-ce que c'est que l'organisation territoriale que l'on veut. Et on a détricoté des choses, un peu comme dans la Constitution d'ailleurs au fur et à mesure. On a détricoté des choses sans donner le sentiment de ce qu'était le projet que nous portions. Et nous devons être ceux qui portent une exigence sur les territoires, une exigence d'abord d'une organisation qui soit instabilisée, mais de claire. Pourquoi des grandes régions et pourquoi des régions de taille infra? Pourquoi des grandes métropoles et des métropoles dont on se demande le sens qu'elles peuvent avoir? Il faut dire les choses comme ils sont. Je le dis en regardant Florent, je ne sais pas s'il est là, par là encore. Voilà, il y a des cas où on se dit qu'est-ce qu'on a voulu faire avec les métropoles? Oui, il y a un sujet sur les grandes régions telles qu'elles ont été découpées, parce que finalement, elles ont fait ressurgir, par exemple en Alsace, des phénomènes identitaires, parce qu'à faire croire aux gens qu'ils étaient tout ça dans le même bloc, que ça s'appelait Grand Est et que tout ça n'avait pas d'histoire à raconter, on fait ressurgir les identités locales. On voit à quel point c'est même en France, qui n'est pourtant pas la culture du pays, c'est quelque chose qui ressort. Et donc il faut qu'on arrive à gérer ça et donner du sens à la fois à nos institutions, aux compétences qu'elles exercent, parce qu'il faut que les citoyens comprennent. La deuxième chose, pour être rapide là-dessus, c'est qu'il faut que l'État se réorganise enfin. On n'aura pas d'ailleurs de débat budgétaire sans se poser la question de « ok, on peut faire des économies » et il est nécessaire d'en faire parce que nous sommes aussi ceux qui portent cette exigence d'équilibre budgétaire, mais ça ne passe que par une réforme profonde de l'État et en particulier de l'État territorial. À quoi sert l'État dans les territoires? Quelle est sa relation? Comment avec les collectivités? Comment s'exerce la puissance publique quand l'État s'est retiré, que c'est les collectivités qui sont en première ligne? Et donc on est en train, là aussi par sédimentation, de faire reculer l'État sans donner le projet. Je voyais l'autre jour le directeur des finances publiques dans mon département, je lui dis vous venez me voir pour me dire que, parce que je connais le coup par cœur, monsieur le député, j'ai une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, ça va aller très mal, je suis obligé de fermer une trésorerie supplémentaire de votre circonscription. C'est à peu près ce que ça pèse dans tout ça, dans le débat. Je dis, mais si vous veniez un jour pour me dire, voilà l'organisation à laquelle je vais dans 10 ans, voilà le service que je vais offrir aux citoyens, on pourrait vous entendre. Mais là, vous venez me dire, il faut économiser 8 postes, donc 8 postes, c'est une trésorerie, donc je ferme celle-là, parce que c'est la plus petite, c'est celle qui a le moins de mine. C'est pas ça qu'il faut dire aux gens. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est le service change, vos besoins sont différents, les nouvelles technologies apportent des choses différentes, il faut que vous changiez de modèle, et voilà ce vers quoi on vous emmène. Et pas simplement ce sentiment permanent d'un recul et d'un abandon de l'État, sans savoir pourquoi il nous abandonne et pourquoi il recule. Et donc on a besoin de donner un cap aux collectivités territoriales et un cap aux citoyens. Et puis il y a un dernier point sur les collectivités, qui est celui du droit à la différenciation, qui est aussi dans la Constitution. Il faut que nous soyons le porteur de ce droit à la différenciation. Je parle devant des collègues, nous avons eu des débats à l'Assemblée nationale qui étaient intéressants, trop vite interrompus. Une funeste affaire. Mais que nous reprendrons. Parce que je pense qu'on a un équilibre à trouver entre ce besoin pour les territoires d'exister, un, et deux, d'adapter ce qu'ils font à la réalité de leur territoire. Ce n'est pas simplement une question d'ultramarins, de Corses et d'Alsaciens. C'est une question de bon sens. Il y a des choses qui fonctionnent bien dans des territoires et qui ne fonctionneraient pas dans d'autres. Et donc c'est une uniformisation
du schéma est une erreur. Et pour moi, le droit à la différenciation, c'est d'abord ça. C'est pas seulement je reconnais mon identité, parce que là, on tomberait dans un piège. Il y a un débat d'ailleurs querelleur entre nous, pas entre nous centristes, mais entre nous avec d'autres collègues. Mais c'est un débat, le débat de la différenciation, c'est au plus près les réponses. Et donc, pas d'uniformité de la réponse dès lors qu'on est quand même dans une république globalement égale. Et on nous a vendu de l'égalité, en fait on a fait de la disparité en croyant que le simple mot égalité dans la Constitution les garantissait. On a besoin d'adapter les collectivités et leurs compétences à la réalité de terrain. En tout cas, c'est ça que je pense qu'il faudra qu'on porte dans les années qui viennent. Simplement, quelques mots de conclusion. Quelle doit être notre place et notre rôle dans les mois et les années qui viennent? Chacun à notre place, avec des choix qui ont été différents. Je suis membre de la majorité, et je l'assume, comme vous le voyez devant vous. Le choix qui a été fait avec... J'écoutais avec malice ce que disait Hervé, la description qu'il faisait de l'épisode précédent. C'est toujours bien de prendre les choses avec distance et humour. En plus, Dieu sait si j'en sais quelque chose. C'est très juste. Je pense qu'il faut que nous soyons en capacité de pouvoir nous exprimer, mais il faut aussi que vous, ayant fait le choix d'être dans une opposition, constructive, vous puissiez exercer cette opposition constructive dans les meilleures conditions qui soient. Et moi, pour faire ça, il faut que, cette opposition, elle cherche toujours ce que peuvent être les voies d'un compromis, et puis deux, il faut que la majorité soit en capacité de l'écouter. Parce que pour qu'il y ait une opposition constructive, il faut qu'il y ait une majorité d'une certaine façon constructive, à l'écoute. Et moi, je pense que nous, Modem, c'est le travail que nous avons à faire, le travail de jonction que nous avons à faire. Et en tout cas, c'est une responsabilité que je porte comme une exigence, c'est d'être en capacité de dire écoutez-les. Ils ne le font pas pour nous ennuyer, ils le font parce qu'ils pensent que c'est utile. Ils le font parce qu'ils pensent que c'est bien pour le pays. Et après tout, si on pense comme eux, c'est peut-être pas très grave. C'est peut-être pas un crime, c'est peut-être pas compromettant. Et si on tombe d'accord, c'est peut-être pas non plus un drame. C'est pas nous qui serons le problème, mais c'est l'architecture institutionnelle qui fait qu'on a vite fait de ranger les gens dans un camp. Et que donc on dit, si j'essaye de travailler avec lui, j'essaie immédiatement de l'englober et de l'absorber, alors que je pense qu'on peut travailler intelligemment dans une majorité, en faisant travailler les différences, et avec une opposition, pour peu que celle-ci, et je crois que c'est un certain nombre de choses que vous avez faites, et le travail qu'on a pu faire au Parlement, essaye de porter des sujets et essaye de porter des choses. Et moi, il me semble que nous avons un travail de dialogue à faire entre nous, ce que nous faisons ce soir, ce que nous avions fait ce soir, et là qui est plus visible, et un travail à faire pour ce qui me concerne au sein de la majorité, pour dire, regardez dans le monde dans lequel on vit, c'est pas une question de tactique. Il y a besoin dans le monde dans lequel on vit qu'on puisse se réunir sur des sujets, et j'en ai listé 4 ou 5 qui ne me paraissent pas être des moindres, pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Et comme j'ai été trop long, simplement vous remercier à nouveau de ce moment de dialogue et d'échange. Je crois que nous en aurons de plus en plus besoin. Je pense que la famille politique que nous représentons, c'est un point d'équilibre. C'est un point concret aussi pour les gens. C'est des gens qui... Nous sommes des élus ancrés dans les territoires, qui avons une histoire, un parcours pris suffisamment de claques électorales pour être lucide sur ce qu'est la réalité électorale et sur ce qu'est le turnover démocratique. En fait, les défaites font toujours beaucoup plus de bien que les victoires, en fait. En tout cas, à la prise de distance. C'est pas que je les conseille en ordonnance tous les soirs, Monsieur Marseille, mais en tout cas, je pense que nous avons cette lucidité-là. Et nous devons porter cette lucidité-là. Et donc, je voudrais vraiment remercier à nouveau Jean-Christophe et Hervé, et vous tous, de m'avoir accueilli, parce que je pense que nous aurons d'autres choses à nous dire, et les sujets qui sont devant nous ne sont pas des moindres pour que nous puissions, face aux montées populistes, essayer de les défendre. Donc, merci à tous de m'avoir écouté.